Mais où avons-nous la tête? Alors, à vous qui nous regardez, qui depuis ce matin avez entendu parler de biais cognitifs, de nudge, etc., on va rentrer encore plus en avant sur ces sujets-là, puisqu'on va parler apport des sciences cognitives et sociales pour prévenir les comportements à risque. Et je reçois tout de suite sur le plateau Elena Pasquinelli, Étienne Bressou, Nicolas Fiolaine. Merci de les accueillir tous les trois. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous ce soir. Alors, Elena Pasquinelli, vous êtes philosophe, membre du Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Et on verra que pour vous, si nous voulons une société éduquée qui comprenne le monde, il est indispensable de développer l'esprit critique, et ce, dès l'école primaire. Albert en a dit quelques mots tout à l'heure. Bonsoir Elena et merci d'être avec nous. À vos côtés, Nicolas Fiolaine. Vous êtes, Nicolas, maître de conférence en psychologie sociale, chercheur à l'Université de Lyon 2. Et pour vous, il y a un véritable enjeu social de comprendre pourquoi les individus prennent des risques et comment les amener à changer de comportement. Bonsoir Nicolas, merci. Et à côté, enfin, Étienne Bressou, vous êtes directeur général de la BVA Nudge Unit, donc au sein de l'Institut BVA. Et pour vous, on verra que le nudge, c'est le bras armé des sciences sociales. Avant d'ouvrir les échanges avec vous, je vous propose qu'on regarde une vidéo. Elle va peut-être permettre de pouvoir éclairer notre débat et en tout cas de générer un certain nombre de questions. Vidéo. Mais où avons-nous la tête? L'Homo sapiens, ce que nous sommes, a deux cerveaux. L'un rapide, primitif, stéréotypé, inconscient, qui fonctionne en mode automatique. L'autre, plus réfléchi, conscient, qui analyse avec logique, fait appel à la mémoire et résout des problèmes complexes. Prenons un exemple. Combien y a-t-il de doigts dans deux mains? 10. Il y en a 10. 10. 10. 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Voilà, et dans 10 mains? 100. 10 fois 10, 100. 50. Bravo. Eh oui, 50, vous avez raison. Ceux qui ont répondu 100 étaient influencés par ma première question. Votre cerveau a fait instantanément la multiplication 10 fois 10 égale 100. Votre cerveau rapide a joué un tour de passe-passe à votre cerveau réfléchi. Notre cerveau n'est donc pas une machine. Il commet des erreurs, influencées par le contexte et par les autres. Il décide parfois selon ses émotions ou par habitude. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Il existe des méthodes plus douces pour nous guider inconsciemment, les nudges. Et vous en croisez un exemple tous les jours, c'est la matérialisation au sol des passages piétons. Et les exemples sont nombreux, dans beaucoup de domaines. Ce sont des incitations douces pour nous aider à passer de l'intention à l'acte. Mais parfois un peu lourdes quand même. Dès le plus jeune âge, nous devons développer notre esprit critique pour ne pas tomber dans des pièges qui pourraient nous conduire à des comportements à risque. L'éducation est le meilleur rempart pour former cet esprit analytique et elle reste au cœur des enjeux de notre société. Mais où avons-nous la tête? Voilà donc pour le lancement de ces débats. Peut-être premier tour de table avec vous trois. Réaction soit à la keynote d'Albert il y a quelques instants, soit à ce que vous avez entendu dans la vidéo. Elena, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle particulièrement? L'esprit critique. Forcément. Alors, juste le micro, on l'approche bien de la bouche pour qu'on vous entende bien. Comme ça. Ouais. L'esprit critique. Je pense que c'est ce qu'on a dit et qu'Albert a dit à la fin de son exposé, une importance cruciale et on a tendance à l'oublier assez souvent. C'est-à-dire que l'esprit critique n'est pas un esprit individuel où je me forge des capacités, moi, pour raisonner tout seul et pour mieux raisonner tout seul, mais faire mon opinion sur quelque chose. Mais s'associe à un mot qui peut paraître oxymorique, qui est celui de confiance. En anglais, de trust. Pas confiance en moi nécessairement, mais apprendre à faire confiance à bon escient, raisonnablement, de façon réfléchie, aux sources et aux contenus qui le méritent. Et ça, c'est quelque chose qui se construit, effectivement, qui nécessite des connaissances pour lesquelles nous avons, on pourra en reparler, des armes, des outils déjà prêts dans notre cerveau, mais qui a besoin d'être nourri et surtout outillé petit à petit, progressivement. Voilà, c'est donc un aspect de confiance. Avoir les éléments pour avoir cette capacité à apprendre à faire confiance. Nicolas Fiolaine. Oui, moi je retiens de la présentation d'Albert aussi cette nécessité de construire du sens.
C'est-à-dire qu'au-delà, cette question de l'incomplétude de l'information qu'on a, et effectivement de ce besoin permanent qu'a l'humain de donner du sens. Donc de remplir le monde de plein de choses qui n'y sont pas, de métaphysique, de messages, etc. Et c'est le bonheur et c'est le drame de l'humain, cette question de rajouter du sens partout. Heureusement, on commence à savoir comment ça se construit et du coup à pouvoir, et c'est ce qu'il abordait à un moment donné, à pouvoir peut-être un peu mieux être clairvoyant sur ce sens qu'on surajoute à la réalité. Étienne Bressou. Oui, alors... Oui, il y a toujours quelque chose qui m'interpelle aussi dans la manière dont on va prendre les décisions et dans la logique du monde incertain que nous a présenté Albert. Je voudrais rajouter que dans ce monde incertain, on a un drame, c'est qu'on est très très mauvais en probabilité. Et donc pour faire des prédictions sur les outputs d'un comportement qu'on va avoir, ce qui est quand même une des bases de la décision qu'on prend, on ne va pas être très bon. Et je peux vous donner un petit exemple qui est assez intéressant, c'est que quand vous expliquez à des gens que vous leur demandez la probabilité d'un événement risqué, par exemple, il va y avoir une inondation en Amérique du Nord qui va causer 1000 morts, et qu'à côté de ça, vous leur racontez une histoire pour leur dire qu'il y a un séisme qui va provoquer une inondation en Californie et qu'il va y avoir 1000 morts provoquées par noyade. Eh bien, en fait, les gens vont affecter une probabilité de survenance plus forte au deuxième événement, alors que vous voyez bien qu'il est beaucoup plus contraint, puisque l'inondation est liée au séisme, parce que les morts sont causées par noyade, et parce qu'on n'est plus en Amérique, mais on est en Californie, c'est beaucoup plus précis. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de mal à estimer les probabilités, et pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que c'est un des points de départ. Albert citait Daniel Kahneman et le prix Nobel d'économie 2002. Le point de départ des travaux de Daniel Kahneman, c'est justement cette décision en incertitude et cette incapacité à prendre, à bien affecter des probabilités à un certain nombre d'événements. Alors, avant de parler un peu plus des nudges, puisque ça va être au cœur de nos sujets, et puis de l'esprit critique dans quelques minutes également avec Elena, Nicolas Fielaine, j'aimerais juste qu'on reste sur cette notion de risque. Qu'est-ce que la psychologie sociale aujourd'hui peut nous apprend du rapport des gens par rapport au risque? Est-ce que si finalement je prends des risques, si je prends une initiative de faire telle ou telle chose, est-ce que c'est par un manque d'information, est-ce que c'est de la pression sociale? Voilà, quels sont les enjeux autour de ça? Alors, c'est compliqué à résumer en quelques mots, mais ce que nous apprennent à la fois les sciences sociales, les sciences cognitives, la psychologie et parfois aussi les neurosciences, c'est que le risque, c'est certes des comportements, mais c'est aussi des perceptions et puis c'est avant tout des représentations. C'est-à-dire que les risques ne sont pas perçus pour ce qu'ils sont, ils sont perçus dans une reconstruction. La notion de risque en elle-même est une reconstruction, une certaine approche du danger. Albert en a un peu parlé, c'est une vision probabiliste du danger. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir directement, donc on reconstruit. Et ce que nous apprend la psychologie sociale, c'est que ce travail de représentation, il se fait sur la base d'une histoire socioculturelle, il se fait sur la base de valeurs, il se fait sur la base d'une défense de l'identité sociale, etc., qui fait que le risque, on le recherche autant qu'on le dénie. Dans les représentations, le risque est parfois perçu comme quelque chose de positif, qui affirme une identité sociale dans un collectif. C'est comme ça que certains travailleurs du nucléaire s'exposent aux radiations pour montrer leur engagement professionnel et pour intégrer la communauté de travail, en particulier quand ils sont intérimaires. Il y a des travaux en sociologie qui sont passionnants sur le sujet, ou le déni du risque, cette capacité à ignorer absolument les risques, et plus on est exposé au risque, plus on va le mettre à distance, parce que le risque, c'est aussi quelque part un levier de stigmatisation. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, il y a des épidémies de maladies sexuellement transmissibles, on a parlé de groupes à risque. Et en parlant de groupes à risque, on a fait porter le label, le stigmate sur certains groupes plutôt que d'autres en les rendant responsables. Donc il y a tout un tas de choses qui sont engagées dans les perceptions du risque. De manière centrale, on se rend compte que le risque cristallise deux éléments particuliers en termes cognitifs, c'est le rapport au temps et le rapport au contrôle. C'est-à-dire la capacité à se projeter dans le futur, à faire des arbitrages entre le maintenant et l'après, d'une part, et d'autre part, notre rapport à l'aléatoire. Est-ce qu'on est capable d'accepter l'aléatoire ou est-ce qu'on veut toujours avoir une prise et un sentiment de prise? Et moi, je me suis d'abord intéressé au risque par rapport aux jeux d'argent. J'ai d'abord étudié les jeux de hasard et d'argent et c'était extrêmement intéressant de voir ce que produisait l'aléatoire recherché, la prise de risque et l'espèce de normativité qu'il y a du risque dans certains groupes. C'est bien vu de prendre des risques, il faut prendre des risques. Et il y a eu une époque où on a parlé de société du risque, en disant que c'était une valorisation.
Donc prendre des risques, c'est s'affilier à un groupe, c'est faire des arbitrages entre le présent et le futur, et c'est vouloir reprendre parfois le contrôle dans une situation aléatoire. Je finirai sur le fait que ça produit des émotions, c'est vrai, des émotions de peur par exemple qui sont parfois recherchées, des émotions de peur qui vont entraîner du déni par exemple, quand on met en avant des risques qu'on a le sentiment de ne pas pouvoir contrôler, c'est l'effet des paquets de cigarettes qui ont augmenté la consommation de tabac dans certains publics, ou c'est l'effet des campagnes de prévention de l'usage excessif du cannabis qui augmentent la consommation chez les adolescents qui sont déjà consommateurs. Donc c'est une chose complexe, avec de multiples facteurs, et on peut très vite faire l'inverse de ce qu'on souhaitait faire quand on communique sur le risque. Et assez souvent, il s'avère que le problème vient moins des biais des personnes que des biais des campagnes qui s'adressent aux personnes. Est-ce que la psychologie sociale, elle s'intéresse finalement à la façon dont un individu réagit par rapport à un contexte et surtout par rapport à un groupe? Donc est-ce qu'il y a une approche différente? Est-ce qu'il y a des analyses différentes qui sont faites avec la psychologie sociale versus une psychologie plus individuelle? Tout à fait, oui. C'est cette approche par le groupe et par le sens partagé du risque et le fait que ça a à voir avec une histoire collective. Le rapport à l'inondation, si on ne le rapporte pas à l'histoire collective d'un territoire, aux cartes mentales, aux récits qui sont diffusés dans un certain territoire local, on ne comprend pas la mémoire du risque et on ne peut pas construire une approche un peu rationnelle de la mémoire du risque. Et c'est un enjeu pour les politiques publiques. Moi, j'enseigne à l'École nationale d'administration où il s'agit d'essayer de sensibiliser nos futurs administrateurs à l'apport des sciences sociales et des sciences comportementales. Et on se rend bien compte qu'arriver à faire passer ce message qu'il n'y a pas de recette, mais qu'il faut prendre en compte des histoires collectives, des représentations collectives, et que les biais cognitifs sont aussi en partie des normes sociales. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait relire un certain nombre de biais cognitifs en se disant est-ce qu'ils sont vraiment issus de défaillances de notre cerveau ou est-ce que c'est des biais idéologiques? De l'idéologie, par exemple, le biais qui consiste à dire que les gens souvent se perçoivent comme plus responsables de ce qui leur arrive qu'ils ne sont vraiment. On a du mal à considérer que l'environnement et l'aléatoire jouent un rôle. C'est une idéologie. Il est des sociétés où on conçoit beaucoup moins ça, etc. Donc la psychologie sociale essaye d'être à l'articulation de ces modes de raisonnement, de cette mécanique cognitive individuelle et des environnements collectifs dans lesquels on se trouve et qui pèsent énormément, qui influencent via les normes sociales, les croyances sociales, nos comportements. Elena Pasquinelli, qu'est-ce que la philosophe que vous êtes porte comme regard sur cette grille de lecture que permet la psychologie sociale? En réalité, là, c'est le côté sciences cognitives qui va parler, mais je pense que c'est un peu de la cuisine interne, mais au cours des dernières années, il y a eu un rapprochement important entre ces domaines d'études. C'est une grande famille qui cherche à ouvrir la vision qui a été extrêmement figée sur l'individu, des neurosciences, de la psychologie cognitive, sur des mécanismes de nature sociale. Je pense que, par exemple, un exemple représenté par ce qu'on appelle aussi la cognition motivated reasoning, où on s'aperçoit que, par exemple, certaines perceptions d'enjeux scientifiques comme ce que je pense à propos du changement climatique ou à propos des vaccins ne sont pas uniquement influencées justement par des penchants individuels qui seraient liés au fait que j'ai peur des aiguilles ou j'ai un dégoût à me mettre quelque chose dans le bras qui est vivant ou que je ne connais pas, mais qui sont liés, en fait, sont prédictibles, ce type de réaction, sous la base de mon idéologie politique. C'est-à-dire à quel groupe politique j'appartiens, si je vote républicain ou démocrate, pour simplifier les choses, aux États-Unis. Et donc, on s'est rendu compte que les influences sont beaucoup plus larges que des influences, entre guillemets, purement individuelles. Je vis dans un groupe social et ma survie, historiquement, en tant qu'individu, dépend aussi du fait d'avoir un appui dans mon groupe social, de ne pas être isolé, d'avoir quelqu'un qui va m'aider un jour à trouver à manger ou à me protéger d'un fauve ou d'un prédateur. Et du coup, toute une série d'adaptations qu'on a développées, ce sont des adaptations qui nous permettent d'adhérer au groupe. Et que pour l'individu que nous sommes aujourd'hui, 2021, il est aussi important de chercher, entre guillemets, la vérité que de chercher en réalité l'adhésion du groupe, la survie dans un groupe, l'appartenance à un groupe. Et du coup, ça fait peser sur notre balance finale de la prise des décisions le fait que la vérité peut-être, les vaccins sont dangereux ou pas, n'est pas notre préoccupation principale. Alors, on est plus préoccupé effectivement de ne pas froisser notre groupe du jeudi soir avec lequel nous arrivons à avoir un dîner régulier en parlant des mauvais vaccinateurs qui sont tous méchants.
Allez, on va aborder le sujet du nudge. On l'a donc évoqué déjà à plusieurs reprises. Albert en a dit quelques mots tout à l'heure. Étienne Bressousian, je vais commencer avec vous sur la définition du nudge. Tout à l'heure, Albert a parlé d'incitation douce, qui est la version dite officielle, un petit peu de celle de Thaler. Et puis, il y a aussi le côté un petit peu manipulation. D'ailleurs, juste à titre d'info, il y a un bouquin qui est sorti très récemment sur les grands manipulateurs du XXe siècle, et on y trouve Thaler aux côtés de Bernays, voire même de Goebbels. Voilà, c'était juste pour mettre le tableau, mais c'était pour vous taquiner un petit peu. Non, mais vous faites bien, parce qu'en plus, Eric Sagler, avec qui je travaille, a réagi sur ce tweet, parce que quand même, mettre Goebbels à côté d'un prix Nobel d'économie et considérer que ces gens-là font le même métier nous pose un petit problème et montre que les gens n'ont pas tout nécessairement compris dans la logique de manipulation et dans la logique de nudge. Moi, je suis assez en phase avec la définition qu'a donnée Albert, qui d'ailleurs reflète celle que proposent Thaler et Sunstein dans leur livre sur ce qu'est un nudge. Un nudge, c'est une modification de ce qu'ils appellent une architecture de choix, donc c'est une modification de l'environnement pour inciter les gens à adopter un comportement. Et Thaler et Sunstein rajoutent d'ailleurs à l'intérieur de certaines définitions, et c'est le début du débat sur la question de la manipulation, ils rajoutent pour aider les gens à atteindre leurs propres objectifs. Donc, si on pose du coup la question de... Alors, il y a d'autres éléments. Il y a aussi le fait qu'à l'intérieur du nudge, et ils le disent, c'est sans contrainte. Donc, on n'est pas en train d'essayer de forcer les gens. On peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux, pour faire changer les comportements des gens, par exemple, pour leur faire payer, pour leur faire déclarer leurs revenus en ligne, est-ce qu'il vaut mieux appliquer des nudges pour les gens, pour les inciter à passer du formulaire papier, si vous vous souvenez, à la déclaration en ligne, ou est-ce qu'il vaut mieux faire une loi qui les oblige à passer du formulaire papier à la déclaration en ligne? On peut se poser toutes ces questions-là. Moi, j'aime bien répondre à la question de la manipulation, que le débat, pour moi, n'est pas nécessairement le bon. Le vrai débat, pour moi, il est au niveau de l'éthique. Et il est au niveau de l'objectif que l'on va poursuivre avec la logique de nudge. Alors, ça ouvre plein de débats. Il y a énormément de littérature sur ces sujets-là. Est-ce que le nudge peut être manipulatoire? Oui, et d'ailleurs, on parle de nudge for good, nudge for bad. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai envie de vous dire, l'énergie nucléaire, est-ce qu'elle est forcément positive? Non, oui, elle sert à faire de l'énergie et à écairer un certain nombre de maisons et à les chauffer, mais elle peut être aussi employée très très mal. Le nudge, il va pouvoir être un peu employé dans les deux sens, et j'ai presque envie de dire, c'est toutes les... Alors, moi, j'aime bien regrouper tout ça sous le nom de sciences comportementales, parce que j'aime pas les débats de chapelle de savoir est-ce que c'est de la psychologie, etc. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut en faire de cette connaissance. Et en fait, cette connaissance, les sciences comportementales, elles peuvent être utilisées pour le nudge, qui en théorie, par définition, est plutôt for good, mais elles peuvent aussi être utilisées pour le mal, et il y a des grilles qui permettent de s'avancer sur ce sujet. Alors on va voir comment on conçoit des nudges. Nicolas Fiolaine, il y a peut-être... Sur quoi ça repose le nudge? Alors, Étienne disait à l'instant, c'est une modification de l'architecture des choix, c'est une modification du contexte. Est-ce que ça repose aussi dans la conception sur les biais cognitifs, par exemple, qu'évoquait Albert tout à l'heure, ou pas? Alors oui, ça repose... Est-ce qu'on les utilise dans le cadre de la conception du nudge? Ça repose sur pas mal de choses. Ça repose d'abord sur l'intégration d'un savoir scientifique, c'est-à-dire que c'est jamais du bon sens. Il y a des choses, par exemple des passages piétons, qu'on va qualifier de nudge alors qu'ils ne peuvent être que du bon sens. C'est-à-dire que ça commence toujours par une observation très précise des situations et par le recours systématique aux sciences, alors qu'on peut appeler comportemental. Il y a le débat dans le contexte français parce que la notion de comportement est compliquée. Et le comportementalisme est un sujet assez sensible pour nous, en tout cas en psychologie. Donc, en tout cas, sur ces sciences cognitives, neurosciences, psychologie sociale, c'est s'appuyer sur ces sciences-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans un environnement, influence des décisions et des actions, et travailler de manière un peu expérimentale à transformer ces contextes de choix, effectivement, pour éventuellement permettre aux gens de passer de l'intention à l'action. C'est souvent sur ça que ça repose. Donc d'abord une observation fine, ensuite le recours aux travaux scientifiques qui peuvent être multiples, qui peuvent porter sur effectivement les biais cognitifs, qui peuvent porter sur des travaux qui sont plus larges et qui relèvent de certaines dimensions psychologiques, comme les normes sociales, qui peuvent reposer sur des aspects quasi visuels, c'est-à-dire une perception automatique. Moi, je dirige l'unité dédiée à ces questions à la SNCF, donc on est aux prises avec ces sujets-là au quotidien, avec des questions qui vont vraiment avoir avec le risque. Et où, systématiquement, pourquoi les gens oublient leurs bagages, pourquoi les gens traversent les voies, pourquoi les gens bloquent les portes, pourquoi les gens courent sur les quais, pourquoi les gens se jettent sous les trains, etc. On se rend bien compte que toutes ces questions
ont besoin d'abord d'observation, puis d'aller comprendre comment fonctionnent les mécaniques psychologiques, comportementales, émotionnelles. À partir de ces mécaniques-là, on essaye d'imaginer des moyens qui viennent répondre, qui viennent essayer de trouver des solutions, non pas pour résoudre le problème, mais pour essayer de viser les dimensions psychologiques et cognitives qui sont à l'origine du problème. Donc en fait, l'idée, c'est de remonter à la source. Donc oui, on travaille sur des biais cognitifs, évidemment, on travaille sur des phénomènes psychologiques liés à l'attention, liés à la mémoire, liés aux relations sociales, liés aux émotions, liés au temps, beaucoup. C'est une dimension peut-être qu'on a tendance à sous-estimer, mais par exemple, le nombre de comportements à risque qui ne sont pris que parce que les gens sont dans des situations de pression temporelle. Et où leur arbitrage, c'est de dire « je préfère gagner 3 secondes qui ne me serviront absolument à rien et risquer ma vie » que ne pas risquer ma vie et perdre 3 secondes. Donc il y a là un arbitrage sur la valeur du temps qui est très complexe, et ça va toucher à notre cognition, c'est-à-dire notre capacité à estimer le temps et à lui donner une certaine valeur, nos représentations. Un homme pressé est toujours plus valorisé que quelqu'un de lent. Dans la rue, les gens lents, ils ont tendance à être pénibles pour tout le monde et puis vulnérables. Et puis les représentations culturelles du temps, avec quelle est la valeur du temps. Le temps, c'est quelque chose qui passe et qui file entre nos doigts, ou au contraire, c'est quelque chose qui nous habite, etc. Donc on voit qu'on a ces différents niveaux. Les nudges, qui pour moi, le nudge n'est ni une théorie, ni un concept vraiment solide en sciences, en psychologie ou en sciences cognitives. C'est une mise en pratique, une certaine manière de mettre en pratique un ensemble de connaissances pour certains objectifs. Donc c'est à la fois transdisciplinaire finalement et transconnaissance. Je rebondis juste, vous disiez, vous travaillez pour SNCF, vous parliez des 3 secondes gagnées ou perdues. Est-ce que vous avez déjà réfléchi avec SNCF, des nudges par rapport au fait de quelqu'un qui va courir sur un quai pour rattraper son train et se mettre en risque pour le coup de tomber? Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez? Oui, tout à fait. On a reconçu à l'aide des sciences cognitives et de la psychologie sociale des environnements de gare en s'appuyant sur des travaux scientifiques sur la perception du temps. Qu'est-ce qui produit un ralentissement du temps? Verticalité, évocation de nature, abstraction, c'est les 3 ingrédients. Donc on a retravaillé des environnements à partir de ça en se disant que les environnements tels qu'ils étaient faits étaient eux-mêmes producteurs de pression temporelle. La vérité d'une démarche nudge, c'est d'abord celle-là. C'est aller voir des environnements et se rendre compte qu'ils sont manipulatoires tels qu'ils sont et qu'ils le sont souvent dans la pire des directions. On individualise les gens, on leur met la pression temporelle, on crée de la concurrence et de la compétition entre eux, plutôt que l'inverse. Donc on retravaille ces environnements, et dans ce cas-là, on les a retravaillés, et on a mesuré le rythme de marche. Ça a diminué de 20% le rythme de marche, ça a diminué de 15% le nombre de personnes qui bloquaient les portes, et ça a diminué d'à peu près 10% le taux de retard des trains, ce qui a fait baisser d'autant les pénalités qu'a dû payer la SNCF à cause de ces retards. Bref, pour dire qu'il y a aussi des questions de retour sur investissement. Mais c'est ça, cette logique, c'est observer, comprendre, s'appuyer surtout sur une science, et une science rigoureuse et exacte, expérimenter, se donner tous les moyens de se tromper, essayer le plus possible de se tromper. Et si malgré le fait qu'on ait essayé de se tromper, on arrive à avoir raison, ou en tout cas avoir des résultats tangibles, c'est des choses sur lesquelles on pourra s'appuyer pour se projeter vers la suite. Étienne Bressou, donc à la BFVA Nudge Unit, vous accompagnez des clients, à la fois privés et publics, dans la conception on peut parler de démarche nudge d'ailleurs, ou de conception de nudge? On peut parler de démarche? On parle d'approche. D'approche ou d'approche. Je pense que ce n'est pas une science en soi, et c'est pour ça que vous m'avez présenté en disant que j'aimais bien dire que le nudge était le bras armé des sciences comportementales, parce qu'effectivement, elle va reposer sur beaucoup de sciences, et en ça, je partage parfaitement ce qui vient d'être dit. D'accord. Donc, Nicolas, elle a commencé à parler un petit peu de comment on conçoit un nudge. Il y a cette phase d'observation, phase de compréhension. Comment vous travaillez, et est-ce que vous avez 2-3 exemples comme ça à nous donner? Oui, je peux vous partager un des exemples qu'on a fait justement avec la Fondation Maïf sur le sujet, sur les sujets de la sécurité et sur la ceinture de sécurité à l'intérieur des cars scolaires, parce que c'est effectivement un vrai point où la ceinture de sécurité doit être obligatoirement portée dans les cars dans lesquels elle est. Il y a aussi une loi qui dit que tous les cars doivent être équipés de ceintures de sécurité, et on a 10% des enfants seulement au-delà de 10 ans, parce qu'avant 10 ans, il n'y a pas de sujet, il y a un accompagnateur qui va les obliger à mettre la ceinture de sécurité. Mais après 10 ans, les enfants vont ils vont être 10% seulement à mettre la ceinture de sécurité dans les cars scolaires, ce qui est un vrai souci. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exactement ce que vient de décrire Nicolas. On a d'abord été voir ce qui se passait dans les cars. On a observé, on a été discuter avec les enfants, et alors on a été regarder les biais et le contexte, parce que ce que je rejoins aussi dans ce qui vient d'être dit, c'est que, et c'est là aussi qu'on peut revenir sur la question de la manipulation, mais de toute façon, votre environnement
vous manipule, qu'il ait été conçu ou non pour ça, il va effectivement avoir un certain nombre d'impacts sur le comportement sur lequel vous avez. Et très clairement, quand on rentre dans un quart scolaire, il y a quelque chose qui frappe assez rapidement, c'est que vous avez une ceinture qui est une ceinture 2 points. Cette ceinture 2 points, elle est dans un enrouleur, ce qui fait qu'en gros, quand vous rentrez dans un quart scolaire, ou dans tous les quarts d'ailleurs, en fait, la ceinture, juste, vous ne la voyez pas. Vous ne la touchez pas, vous n'avez aucun contact avec elle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé un fourreau qui permettait de sortir la ceinture de sécurité. J'ai envie de dire un peu comme dans les avions. Dans les avions, votre ceinture de sécurité 2 points, elle est sur un siège. Ça rappelle des lointains souvenirs pour certains peut-être. Et en fait, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Les enfants, ils arrivent, ils ont cette ceinture de sécurité. 1, ils la voient. 2, ils sont obligés de la toucher. Que ce soit pour s'asseoir dessus ou que ce soit pour l'écarter. Parce que je vous rappelle que le nudge est sans contrainte. Donc si l'enfant ne veut pas mettre la ceinture de sécurité, ce n'est pas le nudge qui va l'y forcer. Et en fait, en faisant ça et en mettant en place d'autres petites mécaniques, on arrive à multiplier par 2,4, c'est-à-dire à passer à 24% d'enfants qui vont effectivement porter la ceinture de sécurité. Donc en gros, on a plusieurs phases. La première, c'est cette phase d'observation, qui est juste fondamentale pour aller comprendre ce qui se passe. La deuxième, ça va être une phase de création. On va effectivement s'appuyer sur la science pour essayer de trouver un certain nombre d'idées qui vont venir parer les biais qu'on observe et les logiques contextuelles qui sont devant nos yeux. Et puis la troisième, c'est l'expérimentation, puisqu'une fois qu'on a effectivement prototypé et mis les choses en place, on va le mettre dans un certain nombre de quarts scolaires. On a eu la chance de pouvoir travailler avec Keolis sur ce sujet-là, qui l'a mis dans un certain nombre de quarts scolaires, et on a fait des observations avant, des observations après, et on a pu observer cette augmentation du port de la ceinture, avec du coup après la logique potentielle d'implémentation, parce que quand une expérimentation est un succès, ça peut valoir le coup de commencer à l'implémenter à grande échelle. D'accord, vous parlez de succès. Qu'est-ce qui fait qu'un nudge marche ou ne marche pas ? Voilà, pour moi, alors il y a déjà, un nudge qui marche, c'est un nudge qui va changer une logique de comportement. Qu'est-ce qui fait qu'il marche ou qu'il ne marche pas ? Pour moi, on est plutôt dans les conditions de fonctionnement d'un nudge. Et les conditions de fonctionnement d'un nudge, dans un premier temps, j'ai presque envie de vous dire, c'est d'abord, et ça a été dit tout à l'heure, un passage de l'intention à l'action. C'est-à-dire qu'un nudge ne marchera pas si vous êtes face à des réfractaires, des gens qui n'ont pas du tout envie d'adopter un comportement. Ce n'est pas nécessairement un nudge qu'il faut mettre en place. La loi peut être assez efficace aussi pour ce genre de choses. Et c'est là que pour moi, la logique de nudge, elle est complémentaire de l'ensemble des autres outils du changement du comportement. Donc la première logique, c'est ce passage de l'intention à l'action, ce qui nous amène sur des logiques de cible. C'est-à-dire, en gros, on va travailler sur quel type d'individu et potentiellement des personnes, parce qu'un nudge ne va pas s'appliquer nécessairement à tout le monde. Et puis après, dans la logique de fonctionnement, il y a l'exécution du nudge et la manière dont on va le mettre en place qui va effectivement changer. J'ai eu la chance de collaborer il y a 2 ans avec un certain nombre d'anciens collègues enseignants-chercheurs où on a briefé un certain nombre de personnes pour leur présenter 9 nudges différents. Et on a demandé à chacun des 9 groupes de développer le nudge. Mais on n'a pas demandé qu'à un groupe de développer le nudge, on a demandé à 2 ou 3 groupes de développer le même nudge. Et déjà avec le même brief, qui est assez précis, parce qu'il y a une image du nudge, ils ne développent pas la même chose. Donc forcément, ils ne testent pas la même chose. Et puis après, il y a des designs de tests qui ne vont pas être nécessairement différents. Donc la logique, et vous vous doutez bien qu'au final, les nudges ne fonctionnent pas de la même manière. Donc la logique de passer de l'idée à l'exécution va être fondamentale pour effectivement faire en sorte qu'un nudge fonctionne. Nicolas Fiolaine, si on regarde l'actualité récente, est-ce qu'on peut dire que le pass sanitaire, c'est un nudge pour amener à la vaccination ? C'est une question piège. Elle n'était pas dans le. Non, elle n'est pas belle. Elle n'était pas dans le fil conducteur. Non, on va croire qu'en plus tout est écrit. Oui. Non, c'est pas vrai. On peut à peu près. Le problème, c'est qu'on peut à peu près tout qualifier de nudge. J'ai participé à un certain nombre de démarches autour de la gestion de la crise Covid, etc. On ne sait pas ce que sont devenus les conseils exactement. On pourrait dire qu'on retrouve à des endroits des recommandations, à d'autres endroits pas, etc. Effectivement, donc ce qui est sûr, c'est que la politique publique est de toute façon un élément central dans son organisation de ce qui va organiser nos choix et ce qui va organiser ce que Étienne appelait l'architecture de choix. Donc rien n'est innocent. Ce qu'il y a, c'est que la politique publique se fait assez souvent en dehors de toute considération pour ce qui va arriver au citoyen lambda quand il va devoir être exposé à cette politique publique.
Pour le moment, intégrer les sciences sociales, les sciences comportementales dans l'action publique, ça s'appelle de l'innovation publique. Je participe aux travaux de la chaire Innovation publique. On intègre les sciences comportementales et on s'essaye, avec des ministères, avec la Commission européenne, etc., à voir ce que ça fait, à voir ce que ça change. Donc c'est sûr que ces mesures-là sont des mesures qui interviennent dans l'architecture de choix. Dire que c'est un nudge, non, je ne pense pas. C'est une des certaines formes d'accompagnement du changement, on va dire, très forte, parce qu'en fait, l'enjeu maintenant est plutôt celui-là. C'est-à-dire on est presque au-delà du nudge maintenant, on est sur la question de l'accompagnement au changement volontaire, oui, mais surtout se préparer au mur qui nous arrive. C'est-à-dire que là, on fait comme si on avait toujours le choix. Le sujet du ministère de la Transition écologique à l'heure actuelle avec les sciences comportementales, c'est pas le choix. C'est plutôt, on ne va pas avoir le choix. Il va falloir s'adapter à des conditions qui vont être des conditions de crise. Il faut s'y préparer. Cette question de la préparation au risque, par exemple, c'est éminemment comportemental, mais c'est faire face à une contrainte, la reconnaître, l'accepter, faire avec, s'adapter, etc. Donc les sujets deviennent radicalement différents et on en vient effectivement à cette question de la décision en incertitude. On revient aux sources un tout petit peu des travaux de la science comportementale, mais avec ce sujet d'espace de contrainte. Quand des collectivités mobilisent les sciences comportementales pour travailler sur les zones à faible émission, ce n'est pas une question de est-ce qu'on y va ou pas, c'est on y va, on va poser une règle, comment on accompagne ce changement, comment on le rend plus acceptable dans le sens de on fait en sorte qu'il soit juste, on fait en sorte que les efforts soient partagés. Et ça n'est pas qu'une question de communication sur la règle, c'est une question de conception de l'action publique. D'accord, donc ce que j'entends, ce que vous dites, c'est le nudge, c'est du changement par le choix. Et l'accompagnement du changement, quand on n'a pas de choix, c'est de la décision politique publique. Enfin, alors les politiques publiques peuvent accompagner le choix, ça fait partie de l'arsenal des politiques publiques, elles peuvent supprimer le choix. La politique publique, en interdisant, même si c'est une fausse suppression, les gens ont toujours le choix de respecter la loi ou pas. Donc on peut supprimer le choix, on peut laisser avoir le culte du choix et dire non, les individus doivent toujours être libres de choisir quel que soit le contexte. Mais ça, c'est une pensée qui est un peu la pensée du monde d'avant, c'est-à-dire le monde où on choisissait toujours et où... Étienne Klein en parlera certainement, mais où l'espace du temps à venir était du futur. Le futur, c'est le temps futur vers lequel on se projette. L'avenir, c'est ce qui vient vers nous. On n'est plus dans une ère où on se projette vers le futur, c'est le futur qui nous fonce dedans. Ça nous amène à être un petit peu plus modeste sur cette question du choix. Donc l'accompagnement du changement, c'est aussi l'accompagnement de l'acceptation des limites de la planète, de l'acceptation des limites de ce qu'on peut faire et la préparation à l'urgence et à la décision en situation d'urgence et de stress. Et là-dessus, les sciences comportementales n'ont même pas commencé véritablement à travailler. Donc il faut qu'on s'y mette parce que ça va devenir là aussi urgent. Un dernier point sur le nudge et ensuite on parlera esprit critique. Étienne Bressou, qu'est-ce qui fait qu'un nudge peut durer dans le temps ? C'est-à-dire, une fois passée la nouveauté, qu'est-ce que l'on garantit ? Si je reprends l'exemple de la mouche dans les toilettes de Schiphol, une fois que, bon, évidemment, il faut être, si on est un voyageur régulier de l'aéroport, une fois qu'on a touché 3 fois la mouche, qu'est-ce qui fait que... Très bonne question. C'est la question de l'effet à long terme de la logique de nudge. Alors déjà, un nudge en soi, enfin le nudge en soi n'est pas efficace ou pas efficace à long terme. Vous parlez de la mouche, effectivement, on peut se poser la question, on doit se la poser nudge par nudge et intervention par intervention. Et en fait, dans la question de l'efficacité à long terme, il y a 3 types de nudge. Il va y avoir les nudges pour lesquels vous mettez en place le nudge, vous allez observer effectivement une modification du comportement, et puis après, vous allez voir à long terme cette modification du comportement qui va perdurer, mais moindre qu'avec le nudge à proprement parler. Il y a peu d'études d'abord sur l'effet à long terme des comportements. Et le peu d'études qu'il y a, quand on met des haricots verts face à des pommes de terre pour les enfants ou des frites pour les enfants dans la cantine et qu'on nudge pour prendre l'haricot vert, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, quand on met le nudge en place, les enfants prennent plus de haricots verts. Quand on enlève le nudge, ils continuent à prendre plus de haricots verts qu'ils n'en prenaient avant, mais moins qu'avec le nudge. Donc, vous voyez qu'on a une déperdition. Le deuxième type de nudge, c'est potentiellement celui sur lequel on va avoir l'habitude et où potentiellement, en fait, on met le nudge en place,
Quand le nudge est mis en place, le comportement change. Et puis une fois qu'on enlève le nudge, le comportement il remonte et il revient exactement à peu près au même niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour la mouche pour éviter ça? On peut concevoir la mouche comme une campagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des mouches qu'on a collées dans les urinoirs. Il y a aussi des buts de foot, il y a aussi des bougies, il y a aussi des coquilles d'œufs qui par la chaleur deviennent des poussins. Il y a plein de logiques différentes qui font qu'on peut s'amuser à remanier un petit peu le nudge pour que la logique redevienne saillante. Si je prends une analogie avec la publicité, les bébés déviants, ça fait 10 ans qu'on les voit. Et pourtant, ils changent, ils évoluent, et du coup, ils attirent toujours notre attention parce que ce ne sont pas exactement les mêmes. Et puis après, le troisième type de nudge, c'est celui qu'on préfère et celui vers lequel on aimerait tous aller, c'est le nudge qu'on va effectivement mettre en place. Et une fois qu'on l'a mis en place, on observe que le comportement décroît, et puis quand on l'enlève, le comportement voulu, il continue effectivement à aller dans le bon sens. Et il y a une expérimentation très récente qui a été faite par des collègues chercheurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et ils ont mesuré, ils ont mis en place des nudges sur le feedback. Albert nous parlait du feedback tout à l'heure. Donc ils ont donné du feedback aux gens sur leur quantité de déchets. Donc ils ont mesuré pendant 1 an, ce qui est énorme, parce que c'est très rare des études aussi longues. Pendant 1 an, le comportement avant. Pendant 1 an, le comportement avec des logiques de feedback. Et on voit que le poids des déchets va diminuer. Et puis après, ils ont arrêté les nudges et ils ont continué à mesurer pendant 1 an ce qui se passait, et ils ont observé que le poids des déchets continuait à diminuer. Donc là, on est dans le nudge idéal, c'est-à-dire j'ai vraiment réussi à créer ce qu'on appelle une nouvelle boucle d'habitude, un vrai changement de comportement, j'enlève le nudge et la nouvelle bonne habitude est prise. Voilà, changement de comportement passe évidemment par le changement de ses habitudes. Elena Pasquinelli, quand on a préparé cette table ronde, il dit, moi je trouve que c'est assez complémentaire finalement, mais l'esprit critique et le nudge. Alors en quoi est-ce complémentaire ? Et j'allais commenter sur ce qui venait d'être dit, que le mot que j'aimais le plus, donc je suis cohérente avec mon passé, ça me fait plaisir, parce qu'à mon âge, c'est que j'avais aimé le mot de complémentarité. C'est-à-dire que c'est clair qu'à chaque fois qu'on étudie une stratégie, et quand on parle du nudge, en plus, ce sont beaucoup de types de stratégies différentes. Stratégie pour attirer l'attention, stratégie pour faire découvrir quelque chose qu'on avait ignoré jusque-là, et peut-être le fait de les découvrir, ça nous permet après de nous y attacher et de continuer à l'utiliser, etc. Ce sont des stratégies différentes qui ne peuvent que s'intégrer à des politiques sociales. On est en train de parler de comportement, de focaliser sur l'individu, mais en réalité, on parle tous de société. C'est-à-dire que quand on met en place un nudge, par exemple, et les autres activités sociales dont je vais parler après, on ne le fait pas pour que l'individu s'en sorte mieux, ou un individu s'en sorte mieux, on le fait parce qu'on a en tête la société. On sait que les individus vont réagir d'une certaine manière. On cherche des objectifs qui sont des objectifs sociétaux, qui sont difficiles à penser pour l'individu. Et quand on recherche ces objectifs sociétaux, on a besoin de mettre en place une complémentarité d'intervention, des incitations, des aides à l'attention, des aides à la mémoire, des lois, tout simplement, des vraies lois et des formes d'éducation. Un exemple, je pense, je ne sais pas combien de vous ont remarqué à un certain moment que sur Twitter, on vous pose la question, quand vous voulez retweeter un tweet, est-ce que tu es sûr que tu veux le retweeter sans avoir lu le contenu ? Moi, j'ai énormément apprécié ce petit bump, ce ralentisseur qui est mis sur une attitude qui est assez commune, qu'on constate, parce qu'on voit avec les études que c'est commun de retweeter. Donc ça, les concepteurs, les designers, c'est du design, ont mis en place un petit ralentisseur. Est-ce que ça va suffire à changer les comportements ? C'est un petit ralentisseur qui est là. À côté, il y a des lois, c'est-à-dire à un certain moment, on met des réglementations qui disent « Non, les gars, on ne peut pas dire ce genre de choses publiquement, on ne peut pas offenser, on ne peut pas nuire de cette manière. Puisqu'on est dans un espace public, tout ça, on doit le discuter publiquement. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans une réduction d'une liberté individuelle par rapport au sociétal, etc. » Et après, il y a le troisième élément, le troisième pied, qui est celui de l'éducation. Je comprends comment Twitter fonctionne. Je comprends comment moi je fonctionne face à Twitter. C'est-à-dire que j'ai cette envie, effectivement, de cliquer, de retweeter très, très rapidement. J'apprends à me connaître. C'est un complément à l'incitation qui permet de rendre aussi l'incitation
plus transparente, moins manipulatrice, si on veut utiliser ce mot. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de te manipuler en silence, je peux te dire que j'ai mis ce bump, ces ralentisseurs, parce que je sais que tu vas retweeter très rapidement. Je t'apprends ce qu'Albert nous a appris aujourd'hui, que nous avons un certain type de fonctionnement qui va nous amener presque automatiquement, involontairement, vers certaines décisions. Et il y a encore un autre pied à cette forme d'éducation, pas juste s'auto-connaître, avoir une meilleure perception, une meilleure connaissance de ses propres réactions parfois invisibles, mais acquérir des outils qui nous permettent, des stratégies qu'on va utiliser volontairement, qu'on va avoir compris pourquoi elles marchent d'une certaine manière, des stratégies qui vont nous permettre de mieux analyser ce qui se passe quand on lit un tweet sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a derrière une source, qui est la source qui est en train de tweeter, pourquoi ce contenu n'a pas l'air d'avoir des preuves à l'appui suffisantes, etc. Donc tous ces éléments, au fond, vont jouer ensemble pour faire en sorte que quoi ? Là, on peut dire qu'on est normatif, mais la norme à laquelle on tend à travers toutes ces incitations, lois, normes, formes d'éducation, c'est effectivement d'avoir des citoyens qui sont plus éclairés. Or, on peut dire que c'est une réduction de la liberté, parce que j'ai le droit d'être stupide, j'ai le droit de me tromper, mais on peut aussi dire que c'est une manière de rendre le citoyen un peu plus libre, en fait, de prendre ses décisions en meilleure connaissance de cause. En ayant pris le temps, la question du temps étant fondamentale, en ayant pris le temps de mieux réfléchir et en ayant eu les éléments pour réfléchir, en ayant eu les connaissances nécessaires pour savoir pourquoi j'ai réagi d'une certaine manière, mais aussi comment je pourrais réagir face à ces sources, face à ces contenus d'une manière plus outillés. Et alors, pour mettre en place ces stratégies que vous évoquiez à l'instant, il y a des outils, et donc ça, vous travaillez sur une boîte à outils. Qu'est-ce qu'elle contient et qu'est-ce qu'il est nécessaire d'avoir comme outil pour développer cet esprit critique ? On a bien compris qu'il fallait évidemment prendre un petit peu le temps de regarder les choses. Alors, le ralentisseur de Twitter fait sans doute partie des outils, même si c'est Twitter qui l'a mis en place. Et voilà, quels sont les autres outils ? Et les ralentisseurs ne suffisent pas, et ça je tiens à le souligner, c'est-à-dire ce n'est pas en nous donnant plus de temps et de rester devant l'information comme ça 10 minutes, en attendant ce qui se passe, qu'on va mieux réfléchir. C'est pour ça qu'il s'agit de nourrir une boîte à outils moderne. J'ai très rapidement esquissé l'image d'un enfant très intelligent, avec son esprit critique, déjà à 3 ans, en place. Un enfant de 3 ans, il est capable de vous regarder dans les yeux et de dire « Non, je préfère celui-là comme informant. Pas toi. Lui. Parce que c'est ma maman, elle, c'est ma maman. Je lui fais confiance à ma maman, pas à toi. À ma maîtresse, oui, pas à toi. Au médecin, oui, s'il parle de questions de santé, 4 ans. Ça. Au médecin, oui. Au mécanicien, s'il parle de voiture. Mécanicien qui parle de santé, je ne l'écoute pas. Je me tourne vers le médecin. Ça, à 4 ans, un enfant est déjà capable de le faire par rapport aux sources. Il est capable d'aller chercher des preuves. Donc, c'est la notion d'autorité, c'est en fait qu'on a à travers ça, ou pas ? Si vous voulez, mais un biais qu'on utilise d'ailleurs aussi. C'est notre esprit critique au sens d'être vigilant et de ne pas être indifférent par rapport aux sources qui nous parlent, mais d'adopter aussi, comme vous le dites, après des raccourcis, les heuristiques qu'on a vus avant, qu'on peut appeler biais, heuristiques, comme vous voulez. On ne va pas y passer la nuit à décider à qui faire confiance, surtout quand on a 4 ans, ça doit aller vite. Donc j'utilise des indices. Les personnes qui sont à côté de moi, plus probablement elles-mêmes, et donc elles n'ont pas envie de me tromper. Donc c'est un bon indice de bienveillance. Le médecin, je l'ai toujours vu dans des conditions médicales, bon, probablement il est plus informé. En plus, maman, chaque fois que je suis malade, elle m'amène chez lui. Donc ce sont des indices qui sont à la fois rapides, qui nous servent bien dans beaucoup de situations quand il s'agit de décider rapidement, mais qui, face à Internet, la circulation des informations à laquelle on assiste aujourd'hui, et des informations hyper complexes, va réfléchir tous les vaccins avec les moyens du bord que tu as hérité des tons d'histoire évolutive ancienne. Impossible, les concepts sont complexes, et c'est là qu'arrive l'idée d'outillage. C'est comme si on avait déjà une boîte à outils dans notre cerveau qui nous prépare à être vigilants
face à l'information, face aux informants, à nous poser des questions sur les preuves, sur est-ce qu'il veut me tromper ou pas, est-ce que c'est cohérent avec ce que je connais ou pas. Mais cette boîte à outils est largement insuffisante pour faire face au monde moderne avec ses connaissances, la spécialisation des connaissances dont parlait Albert, qui deviennent trop éloignées de mon quotidien, et la différenciation des sources et l'éloignement des sources par rapport à moi, elles deviennent invisibles, opaques, sur Internet, etc. Et voilà que c'est à partir de ça qu'on peut commencer à tirer les fils de quel outillage on a besoin de donner aux enfants, aux adolescents, aux adultes, pour qu'ils arrivent à décrypter les informations, à reconnaître les connaissances et les opinions grâce à des connaissances, grâce à des critères d'analyse des sources, grâce à des critères d'analyse des preuves, la compréhension de qu'est-ce qu'une preuve solide dont la science nous montre comment on peut la construire, mais l'histoire aussi, dans d'autres domaines, nous montre comment on construit des preuves solides. Donc, apprendre à l'école à reconnaître qu'est-ce qu'une bonne preuve dans un domaine ou dans un autre, qu'est-ce qu'une source d'autorité épistémique, c'est-à-dire qui sait des choses, qui est experte, comment on reconnaît une source bienveillante dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas fait seulement de mamans, maîtresses et d'autres adultes, et comment, enfin, on fait confiance. Comment on apprend du coup à choisir à qui je peux déléguer pour faire mon pain, pour faire pousser mes légumes et pour construire des connaissances sur les vaccins que moi tout seul, je ne serais plus capable de faire. D'accord. Vous disiez, il faut, par exemple, pour développer son esprit critique, pouvoir sous-peser l'information. On est dans une société où aujourd'hui, l'information arrive à vitesse grand V, on est dans ce qu'on appelle l'infobésité. Comment est-ce que l'on peut prendre le temps de peser cette information, de confronter, sans tomber dans une des heuristiques, des biais qu'on appelle biais de confirmation. C'est-à-dire que finalement, si tout le monde dit ça, c'est que c'est comme ça. La partie pessimiste, on l'a dit tout de suite, après on passe à la partie optimiste, c'est on peut pas. Soyons honnêtes. Si j'avais à contrôler tout ce qui se passe sur mon fil Twitter tous les jours, j'arrêterais de bosser, j'arrêterais de manger et probablement aussi de dormir. C'est là la notion de déléguer. C'est-à-dire de faire confiance, apprendre à faire confiance et dans certains cas, apprendre à dire cette information mérite que j'y passe du temps, que je vérifie, parce qu'il en va de la santé, la mienne, celle de ma famille, les vaccins, le climat. Ça vaut la peine que j'y passe du temps. Sur d'autres choses, un petit gossip sur la reine d'Angleterre, bon, ça va, hein, c'est vrai ou c'est pas vrai, ça ne va pas changer la vie à personne, c'est bon, je laisse passer. Donc il y a ce premier côté et savoir aussi qu'on ne va pas se protéger, jamais on ne se protégera à 100%. C'est compliqué d'analyser l'information, on peut toujours se tromper, on peut faire mieux. Et ça, je pense que c'est l'objectif qu'on peut se donner, qu'on doit se donner, c'est de faire mieux dans le filtrage de l'information, sachant qu'on ne fera pas parfait et sachant qu'on ne fera pas sur tout. Comment on fait mieux? Albert, je pense, l'a dit assez bien. C'est-à-dire, on fait mieux parce qu'on se forme d'abord, on se forme à reconnaître quelles sont aujourd'hui les sources d'autorité épistémique. Une revue scientifique d'un certain type vaut mieux que un tweet. Déjà, on apprend ça. Et après, on le fait ensemble. La notion de groupe, la notion de contrôle par les pairs, la notion de se confronter aux autres, de débattre, de discuter avec les autres, d'exposer ses arguments, écouter les arguments, se faire contrôler, entre guillemets, c'est pas policier, mais par les pairs, comme on les fait dans les journaux scientifiques, comme on les fait dans la fabrication de la science, est une garantie que mes biais, comme le biais des confirmations, lui, il aura vraiment envie de me détruire sur ce biais-là. Mon collègue scientifique, en labo, il a tout l'intérêt, très souvent, à démontrer que j'ai tort. Ça va me protéger du fait que moi, je vais avoir très envie, tout le temps, de démontrer que j'ai raison. Et ça, dans cette dialectique sociale, c'est un gage, pas d'être sûr de ne pas tomber dans les biais ou de commettre des erreurs, mais c'est un gage de contrôle réciproque sur lequel fonctionne la science, qui est objective parce qu'elle est intersubjective, au fond. Sur les biais, Albert disait tout à l'heure, il y en a près de 200. Est-ce que dans les nudges, et Étienne Bressou et Nicolas Fiolaine, vous utilisez ces biais? C'est-à-dire qu'est-ce que vous luttez contre certains vous sont utiles? Est-ce que ça dépend aussi du nudge sur lequel on travaille?
Il y a plusieurs éléments. Il y a des démarches qui consistent à tenir compte des modes de pensée tels qu'ils sont et des raccourcis inévitables. Quand on travaille sur un système de transport, quand on travaille dans des situations d'urgence, quand on traite la question du stress au travail, etc., il y a des moments où les charges cognitives sont tellement colossales, où l'attention est tellement capturée qu'on ne pourra pas faire sans. Donc il faut en tenir compte sur les arbitrages temporels, la préférence pour le présent, par exemple, et l'oubli un tout petit peu des enjeux futurs, parce que notre cerveau essaye de faire exister le futur, mais il n'est jamais là. Donc il ne faut jamais sous-estimer l'effort que ça demande d'aller construire une image du futur. Vraiment, la dimension du temps est hyper importante. C'est la première des différences, quoi, entre ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sera demain. Donc c'est vraiment... Donc il y en a qu'on utilise dans le sens où on en tient compte. Donc, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auprès des adolescents, aller communiquer sur les risques de développer un cancer dans le futur en consommant du tabac maintenant, ça ne veut rien dire. Par contre, sentir mauvais de la bouche et avoir les dents jaunes dans les semaines qui viennent, ça a du sens. Et c'est comme ça que les représentations du risque, avec leur étalage temporel, leur étalement temporel, peuvent avoir des impacts très forts. C'est d'autant plus important que, moi j'ai intégré récemment la Haute Autorité de Santé sur ces sujets-là, l'impact des recommandations. On pourrait se dire, le travail sur l'impact des recommandations en santé, c'est qu'elles deviennent efficaces, un peu plus. Ce n'est pas le premier sujet. Le premier sujet, c'est qu'elles arrêtent d'être dissuasives. Parce qu'il y a un certain nombre de campagnes de santé publique en termes de prévention des risques en santé qui, par leur existence même, augmentent les inégalités sociales de santé. Par un fonctionnement très simple qui consiste à dire, par exemple, le dépistage du cancer colorectal, c'est un peu compliqué sur le moment, mais ça permet de se garantir moins de risques dans le futur. Dans des groupes sociaux où la question c'est le présent, parce que c'est la précarité, parce que c'est la vie au quotidien et au jour le jour, tout ce qu'ils entendent c'est compliqué sur le moment et ils n'ont pas cette projection dans le futur de confiance, etc., qui va faire qu'ils vont tenir compte des enjeux futurs, ou en tout cas ils auront moins accès à ce type de considération. Et donc ça veut dire que la communication aura, et c'est ce qu'on a observé dans nos études, réduit la propension à faire le dépistage. Et avec ça, on construit, on fabrique de toutes pièces des inégalités de santé. On est en train de faire la même chose sur les recommandations liées à la transition écologique, à force de considérer que pour tout le monde et pour tous, cette logique de « fais des efforts maintenant, ça payera plus tard », c'est dans le sens de la temporalité de chacun. Non, des fois, il faut inverser. Et je termine sur le fait que le nudge se complète par une autre approche qu'on appelle le boost, et qui consiste à développer les ressources cognitives, à développer les ressources psychosociales et à se dire... Il faut ouvrir la capacité à se projeter dans le temps à tous. C'est-à-dire que quand on fabrique la politique publique, il ne faut pas juste dire on va pallier à la précarité. Il faut essayer de construire des modes de sécurisation qui fait que chacun peut avoir la ressource de se projeter dans le futur. Il faut construire des quartiers où chacun aura la ressource de s'en remettre aux autres. Il faut construire des ressources, etc., qui fait que chacun a suffisamment confiance dans ce qu'il a, etc. Et ça, c'est les logiques de boost qui favorise la coopération, qui favorise ce qu'on appelle au final la distance psychologique. La distance psychologique, c'est une capacité à regarder les choses sous différents angles ou à adopter l'angle de vue des autres. Et pour ça, il faut avoir un espace mental élargi. Et pour avoir un espace mental élargi, il ne faut pas avoir peur, il faut être suffisamment en sécurité, il faut avoir ce qu'on appelle la zone de confiance, la confiance de base qui construit dans l'enfance. Donc aider les parents, qui se construit à l'école, améliorer l'éducation, qui se construit tout au long de la vie, sécuriser les parcours professionnels, qui se construit aussi au moment où on commence à être plus âgé, où on perd un peu ce rapport au futur, donc sécuriser aussi le vécu des plus âgés. Et c'est avec ces méthodes certes plus indirectes et qui construisent une politique publique mais un peu structurelle, qu'on arrive à construire d'autres rapports au risque et une base de confiance qui permet de non pas faire avec les biais cognitifs, mais de réduire des biais cognitifs qui, en fait, tenaient un petit peu, non pas aux limitations du cerveau, mais un peu aux limitations du contexte social dans lequel on vit. Étienne Bressou, sur l'utilisation à bon escient ou au contraire de combattre certains biais cognitifs. Alors, en fait, par rapport à la pléthore de biais qui sont recensés, il y a plein de choses, si vous allez sur Internet, qui vous montreront. Déjà, il y a pas mal de choses qui se recoupent. Alors, il y a des différences scientifiques spécifiques à certains endroits, mais c'est vrai que nous, on aime bien simplifier un petit peu cette logique-là, parce que c'est aussi par la simplification qu'on rentre dans des choses concrètes qu'on peut appliquer et qu'on peut utiliser. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'exemple qu'on a fait avec la Fondation Maïf, il y a clairement, on a, nous, ce qu'on a appelé des facteurs de changement, qui est en fait une liste de biais, mais aussi d'heuristiques, si on veut rentrer dans toutes les logiques de débat, qui sont en gros, quand je vais sur un terrain, je ne vais pas regarder tout ce qui se passe.
je vais aller chercher les biais, les heuristiques qui sont en jeu, les éléments contextuels qui sont en jeu et qui potentiellement empêchent d'avoir le comportement souhaité. Et c'est là que potentiellement on a deux stratégies. La première, c'est on va observer un certain nombre de biais ou d'heuristiques et on va essayer de les contrer. Ou alors, dans un autre cas, on va pareil à partir de cette liste, donc nous on les appelle des facteurs de changement, c'est un acronyme, hein, une lettre égale un biais, le F c'est la facilité, le A c'est l'ancrage, le C c'est le cadrage, etc., etc. Et en fait, on va se servir de cette liste-là pour essayer de voir si ça ne va pas venir nous inspirer des idées qu'on pourrait mettre. Donc en fait, les biais, on va les utiliser. On va soit essayer de les stopper, soit essayer de les mettre. Mais si je reviens aussi, parce qu'il a été évoqué des logiques de système 1 avec, sur Twitter, quand sur Twitter, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous dit est-ce que vous avez lu le contenu avant de retweeter ça, on est dans des logiques aussi qui vont venir justement bloquer le système 1. C'est-à-dire que le système 1 va vous faire faire des tas de choses de manière automatique et peut-être que de temps en temps, on a envie de designer l'environnement pour bloquer le système 1 et dire au système 1 attends, réfléchis 2 secondes, est-ce que tu as vraiment envie de te lancer dans cette logique-là. Et ça, par rapport à des logiques de risque, le fait de pouvoir couper cette logique de système 1 est intéressante. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que oui, on utilise les biais, mais pas que. Et comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, le nudge va s'appuyer sur d'autres choses que les biais, des éléments contextuels, des éléments de fonctionnement individuel, etc., etc. Donc c'est toute cette palette que j'aime bien appeler les sciences comportementales qu'on va utiliser pour construire les nudges. D'accord. Une dernière question, pardon, à vous trois, et puis ensuite on passera la parole à la salle. Et la question est la même pour tous. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement ou de quoi a été le révélateur, la crise sanitaire qu'on a vécue dans les sujets que l'on vient d'évoquer, sur l'esprit critique, sur les nudges, sur les changements de comportement? Voilà. Est-ce qu'il y a des enseignements particuliers que vous avez pu en tirer, ou est-ce que ça a révélé des choses où vous vous dites, eh bien tiens, il va falloir qu'on travaille là-dessus maintenant? Je vais bien commencer. C'était une des questions qui n'était pas écrite, hein, c'est pour ça. Non, c'est... alors, j'ai envie de dire, il y a deux visions. La première vision, je vais prendre la vision optimiste. Je trouve que la crise sanitaire a été un formidable accélérateur d'un certain nombre de capacités et de méthodes de travail et de méthodes de digitalisation ou autre. Alors, on peut penser que c'est bien, on peut penser que c'est mal, on peut discuter longtemps de ça, mais en tout cas, je connais plus d'un DSI dans les entreprises qui essayait de faire passer des changements d'un point de vue managérial pour la digitalisation et qui finalement, le Covid a réussi à faire beaucoup plus efficacement que lui et de manière très très rapide. Donc ça pour moi c'est le premier point. Le deuxième point, si je reviens dans la logique des politiques publiques qu'évoquait Nicolas tout à l'heure, je pense que les sciences comportementales ont déjà commencé à être intégrées petit à petit à l'intérieur des gouvernements par les gens de la DITP, la direction transformation interministérielle de la transformation publique. Et tant mieux, ils font un boulot effectivement formidable, comme le disait Albert, et moi, ce n'est pas nécessairement mes copains, même si je les aime bien. Mais concrètement, ça a déjà commencé. Et je pense que dans la crise sanitaire, il y a eu effectivement une prise en compte au niveau de la manière dont la crise a été gérée, de l'individu en tant que tel par rapport à la logique de politique publique qu'on pouvait mettre en place. C'est-à-dire, en gros, comment je prends en compte la manière dont les individus vont réagir pour effectivement leur faire un certain nombre de gestes barrières ou autres. Et ça, d'un point de vue des politiques publiques, il y a aussi pour moi une avancée de ce côté-là. Nicolas Fielen. Oui, je rejoins. Il y a plusieurs niveaux. La crise du Covid nous a mis face à une pandémie, un événement mondial avec cet effet d'overview, comme on dit, qui fait que d'un seul coup, on a vécu le même destin partout dans le monde et qu'on trouve des traces de ce qu'on a vécu ici, partout où on va aller. Qu'il va y avoir une couche sédimentaire qui va se voir à peu près partout. Et ça, c'est pas commun. Et je pense que, en tant que scientifique, il faut aussi qu'on admette la limite de notre savoir et on a beaucoup élaboré pendant la crise Covid, on a fait beaucoup de recherches, beaucoup plus que jamais parce qu'on n'avait que ça à faire, mais aussi parce que d'un seul coup tout était possible. On s'est entendu au niveau européen, au niveau international, au niveau mondial, 152 pays qui déploient le même questionnaire. Mais en même temps, on ne peut pas faire comme si on savait exactement ce qui est en train de se passer. Ce qui est certain, c'est qu'on a vécu un événement absolument unique qui a transformé les représentations, qui a été pour certaines personnes et certains groupes extrêmement violents. Il y a des formes d'anxiété qui perdurent. La crise climatique, en plus, vient se surajouter à ça. Donc on entre dans des rapports de crise qui sont extrêmement compliqués et qui font qu'en termes de santé mentale, la 5e vague ou la 6e, ou je ne sais pas laquelle ça va être, mais ça va être costaud quand même. Donc il y a quand même ça, le fait que ça a bouleversé un peu nos représentations,
Le brouillard est pas retombé totalement. On verra ce que ça va donner. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement qu'au niveau des politiques publiques, je l'ai un peu vu de l'intérieur, à la fois, il y a eu ce signal qu'il fallait absolument prendre en compte les modes de pensée, qu'en même temps, on pouvait avoir de la volonté politique forte à un moment donné et que finalement, les gens comprenaient mieux que ce qu'on croyait et que dans les premiers temps, enfin, ce qu'on n'entendait pas, personne ne mettra le masque, les gens ne vont pas obéir, etc., tout ça. Et nous, on avait beau dire, mais arrêtez, vous ne vous rendez pas compte, on vit quelque chose où on est tellement interdépendants, les gens ont des réflexes prosociaux. C'est la base, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, la prosocialité, c'est vraiment un réflexe. Donc les gens vont faire ce qu'il faut, et ils ont fait pour la grande partie ce qu'il faut. Donc il y a eu ce souci, et c'est vrai, et les administrations maintenant reviennent vers nous en disant on veut intégrer ça complètement, etc. Donc il y a eu cette sensibilité à l'aspect subjectif et un peu psychologique. Après, il y a eu aussi une approche extrêmement individualiste, soyons clairs. C'est-à-dire qu'on a renvoyé le choix comme si c'était qu'un choix individuel à chaque fois. Et on a oublié que les groupes sociaux ne sont pas tous les mêmes et qu'on ne s'adresse pas à tous les groupes sociaux de la même façon, d'autant quand ils habitent de l'autre côté du monde sur une île ou s'ils habitent dans certains quartiers. Et que la logique a été une logique de santé publique qui a mangé son pain blanc avec les taux de vaccination, les taux d'obéissance, etc., chez les, entre guillemets, bons publics, et qui, pour ceux pour qui le deal n'y était pas, il y a un biais, on appelle ça un biais, mais c'est le biais de réciprocité, c'est-à-dire que je vais m'engager dans un comportement si j'ai l'impression que c'est dans le cadre d'un échange, et que le défaut de considération qu'ont ressenti certains groupes, que ressentaient déjà certains groupes, a créé des inégalités d'adhésion qu'on paye encore aujourd'hui, et qui font qu'il y a eu un décrochage. Il ne faudrait pas que ce décrochage perdure trop, parce que c'est un décrochage de confiance dans les institutions, décrochage de confiance dans la science, décrochage d'adhésion à des théories, mais pas seulement à des théories, à des recommandations de santé, de changement de comportement pour la transition écologique. Donc là, on ne peut pas dire autrement qu'on a peut-être raté quelque chose. Tirons-en les leçons. Prenons les leçons de tout ça. Et je pense que là-dessus, les sciences comportementales, la psychologie sociale, les sciences cognitives peuvent beaucoup aider. Voilà, vous avez employé ce terme de confiance qu'on avait également employé sur la table ronde précédente. Ça fait partie effectivement des choses qui sont importantes aussi peut-être pour faire évoluer les comportements. Elena, crise sanitaire, impact sur l'esprit critique aussi, puisque finalement pendant quelques mois, et notamment au début du confinement, on a eu à peu près toutes les informations dans un sens, puis le soir c'était contradictoire. Enfin voilà, tout ça, il a fallu aussi que l'on puisse prendre du recul, non ? On n'a pas été aidés. On n'a pas été très aidés. Je pense qu'il y a pour moi, il y a eu sûrement 2 leçons qu'on cherche à mettre en pratique à la Fondation La Main à la Pâte, d'ailleurs, en ce moment. La première, c'est un besoin éducatif. Même si l'éducation et la meilleure compréhension des contenus scientifiques ou des méthodes de la science ne va pas tout changer et ne va pas être suffisante, je pense qu'on a mis le doigt sur des manques de compréhension. On a parlé de probabilité avant, de manque d'outils mathématiques qu'on a en tant que citoyen, qui font partie de cette boîte à outils du citoyen 2021, qu'on pouvait peut-être ne pas en avoir besoin quand on chassait le mammouth pour survivre, mais qu'en 2021, on a besoin ça fait partie d'une alphabétisation à laquelle on ne peut pas renoncer. Comprendre un certain type de mathématiques, de statistiques qui nous sont présentées des fois à tort et à travers, dénicher là où ça nous est présenté à tort et à travers. Quand un graphique ne raconte pas ce qu'il y a dans la légende du graphique, etc., ça commence à devenir quelque chose qui est important. On l'a vu avec les vaccins, mais honnêtement, on le voit au quotidien avec la crise climatique et les problématiques liées à l'énergie, à la biodiversité, à l'environnement. On a besoin de cette alphabétisation et d'une alphabétisation qui n'est pas seulement d'outils, les outils des mathématiques, les outils de la science, mais aussi de comprendre qu'est-ce que la science, de mieux comprendre qu'est-ce que la science. Pour renouer ce contrat de confiance avec la science, ça va aller dans les 2 directions, et ça, c'est la deuxième leçon. D'un côté, je pense qu'il y a un effort à faire en tant que citoyen et en tant qu'éducateur. Armer, outiller nos élèves, nos enfants, s'outiller nous-mêmes désormais qui sommes adultes, pour mieux comprendre pourquoi la science produit des connaissances d'une certaine manière. Et quelle est la valeur ajoutée d'une connaissance scientifique qui est passée par des tests d'un certain type, par des faits établis d'une certaine manière, par une intersubjectivité, un consensus scientifique, quelle est sa vraie valeur. Sur ça, on a besoin de s'alphabétiser, d'alphabétiser nos enfants. De l'autre côté, je pense qu'il faut un effort qui va du côté des scientifiques et des médiateurs scientifiques pour faire en sorte qu'on ne fasse pas trop confusion.
pendant la pandémie, on a vu des gens se battre à l'écran comme si la science était un processus démocratique où on est deux. Toi, tu penses une chose, moi, j'en pense une autre. Donc, on est 50%, et ce n'est pas le fonctionnement de la science. On a vu raconter le dernier résultat scientifique, et du coup, puisque le dernier résultat scientifique a des très bonnes chances de ne pas être bon demain, quand il y aura une autre étude, d'entendre les gens dire oui, ils se trompent, en plus, ils ne sont jamais d'accord entre eux. Ils se trompent tout le temps. Du coup, pourquoi je devrais faire confiance quand ils me parlent de changement climatique ? Parce que ce sont deux choses complètement différentes. Un résultat scientifique d'aujourd'hui, la recherche en train de se faire et une connaissance scientifique établie sont différents. Là, je pense qu'il faut mettre un paquet. Il faut mettre un paquet au niveau de l'école, au niveau de la communication scientifique et au niveau des scientifiques, d'être capable de susciter une adhésion qui n'est pas uniquement intellectuelle, mais morale. Montrer l'éthique de la science et notre éthique en tant que scientifique pour dégager la peur qu'on nous manipule, que le scientifique nous manipule, et non seulement qu'il ne soit pas expert, mais qu'il soit un manipulateur. Et sur ça, il y a du travail de transparence à faire, de communication à faire, d'être proche de la société, d'être dans la société, dans le débat social, et pas de s'abstraire, se mettre loin et réverser et déverser seulement des connaissances sur la société. Être dans un dialogue qui est réel. Merci beaucoup. Allez, on va prendre des questions dans la salle, s'il y en a, des réactions, des commentaires, pas forcément d'ailleurs que des questions. Et puis je regarde aussi la régie, sans doute j'imagine qu'il y a des questions qui ont été posées aussi par celles et ceux qui nous regardent. Oui, alors question sous forme de commentaires aussi. Première question, les sciences comportementales sont-elles réellement efficaces en prévention des risques ? Et puis, une question un peu commentaire aussi. Les réseaux sociaux, les GAFAM, utilisent massivement ces techniques comportementales pour nous faire consommer de l'écran et de la pub. Nos biais comportementaux sont-ils utilisés par les émetteurs de fake news pour nous manipuler ? Alors, efficacité des sciences comportementales et tout ce qu'on vient d'évoquer dans la prévention des risques. Nicolas Fiolaine. Je veux bien dire, oui, clairement, ça fait très très longtemps que ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences comportementales, mais par exemple dans la psychologie de la santé, c'est complètement intégré aux démarches en santé publique. Enfin, oui, évidemment, prendre en compte la part humaine du rapport alors à la santé dans le domaine de la santé, comprendre comment quelqu'un décide de traverser ou pas un passage piéton, prendre ça en compte pour concevoir des actions, c'est évidemment efficace et le risque est toujours de ne pas tenir compte de ces connaissances-là. Donc ça, il n'y a pas de doute, il y a des efficacités à court et à long terme, hein, Étienne l'a dit, c'est pour ça qu'il faut y associer le volet éducatif. Sur les GAFAM, oui, l'histoire du nudge a commencé bien avant dans la Silicon Valley avec le cours sur la captologie de Nir Eyal à Stanford, c'est-à-dire un cours qui était donné aux ingénieurs de l'université Stanford sur l'ensemble des biais cognitifs pour leur apprendre comment les utiliser. Et l'ensemble des fondateurs des grosses plateformes aujourd'hui ont participé à ce cours. Ils y sont tous passés. Maintenant, il paraît-il qu'ils s'en mordent les doigts. Des ingénieurs de la Silicon Valley s'en mordent les doigts. Certains contactent des chercheurs, même français, pour leur demander, voilà, on aimerait maintenant trouver des moyens de décrocher, ce qu'on appelle le unhooking, pour arriver à décrocher les gens parce qu'on se rend compte qu'on leur a pris trop de temps et que leur renvoyer l'information de temps d'écran ne suffit pas. Le problème, c'est que ça demande un rétro-engineering qui est compliqué et que utiliser des biais d'impulsivité, c'est facile. Faire monter en conscience, faire jouer des systèmes d'inhibition, faire prendre du recul, c'est nettement plus difficile et on est très très loin d'avoir trouvé les moyens de rattraper les erreurs qu'ont commis les ingénieurs. Donc effectivement, là, les processus de réglementation, de légifération sont absolument indispensables, d'autant que se profilent à l'heure actuelle les effets de profilage psychologique, c'est-à-dire qu'on commence à savoir, par les traces comportementales sur l'usage des applications, etc., assez bien déterminer des profils psychologiques momentanés ou durables et y ajuster des contenus et favoriser du coup une capture de l'attention encore plus grande.
Donc il faut que les législateurs s'emparent vraiment sérieusement de ce sujet, se forment pour essayer de comprendre ce qui se passe et trouvent des leviers législatifs vraiment efficaces. Voilà, on retouche à des sujets que nous avons évoqués ce matin lorsqu'on parlait d'intelligence artificielle et des outils liés à l'intelligence artificielle. C'est toujours comment on les utilise aussi. C'est comme pour les biais, voilà, il y a évidemment des choses positives ou négatives et que la loi peut faire quelque chose ou l'éthique évidemment se pencher sur ces sujets. Oui, on a une question. Bonjour. Monsieur Fiolaine, vous avez parlé de l'importance de permettre aux enfants de grandir dans un espace de confiance pour ensuite pouvoir prendre du recul et avoir un esprit critique, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est une hypothèse purement théorique ou c'est quelque chose que vous avez déjà pu observer? Il y a des modèles, j'imagine peut-être chez Montessori ou en Suède, dans d'autres pays. Alors, non, c'est le résultat de travaux de recherche très construits, hein, par exemple sur prendre la dimension du temps, qui est celle qui m'intéresse le plus, mais les pratiques éducatives construisent la possibilité de développer plus ou moins une certaine perspective temporelle sous ces aspects de profondeur, c'est-à-dire l'ampleur de la projection dans l'avenir que peut réaliser un enfant, la sécurisation de cette perspective temporelle et sa cohérence. Et on se rend compte comme ça, par exemple, que des pratiques éducatives différentes, par exemple des parents qui sont eux-mêmes dans des situations très difficiles, vont avoir tendance à avoir des pratiques éducatives plutôt centrées sur le présent parce qu'ils ont du mal à s'engager sur l'avenir. Ils ne peuvent pas dire à Noël tu auras ceci ou à la fin de la semaine on ira faire cela parce que la carte bancaire ne répond pas, parce que voilà, il y a tout un tas d'aléas. Et ça construit un espèce de climat temporel récurrent qui est un peu précaire et qui empêche une forme de projection dans l'avenir et qui font que ces mêmes enfants vont se retrouver sur les bancs de l'école qui, elle, impose un certain rapport au temps. En disant, vous devez rester assis, je vous assure, ça vaut le coup, croyez-moi sur parole, vous n'activerez pas votre corps et vous allez tolérer ça. Et il y a certains enfants, évidemment, qui le tolèrent moins bien que d'autres. Et ça va venir construire des inégalités qui vont se démultiplier, là où effectivement... Donc ça, il y a des monographies, il y a plein de travaux vraiment bien consolidés. Et c'est là où on voit cette interdépendance entre les individus et le contexte, entre le collectif et les contextes. C'est-à-dire que quand l'école accueille ces différents régimes de temporalité, elle est beaucoup plus inclusive. C'est effectivement des modèles nordiques où on a le droit de bouger, où les rythmes scolaires sont organisés différemment, etc. et qui prennent en compte les pluralités du rapport au temps. Et ça, c'est vraiment important. C'est vrai du rapport au temps, comme c'est vrai du rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se construisent dans une confiance aux autres, et il y en a d'autres qui se construisent dans des milieux où ils peuvent un peu moins avoir confiance aux autres, donc c'est des dispositions différentes, et c'est même vrai de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a des rapports très ouverts à l'espace, et où les gens s'emparent de l'espace urbain de manière très souple, et il y en a d'autres qui sont solidifiés sur certains parcours et qui ont du mal à faire des détours. Quand on sait ça, on ne fabrique pas de la même façon l'accès au droit, par exemple, parce qu'on sait que pour certains publics, se décaler d'un parcours quotidien, c'est extrêmement compliqué. Donc on vient mettre les services publics sur le parcours quotidien. Ça fonctionne pour le rapport au temps aussi. Quand on dit « faites votre dossier de RSA maintenant, vous aurez une réponse dans 2 mois », quand on a fait face à certaines populations, c'est complètement contre-productif. Donc oui, il y a tout un tas de travaux, que je pourrais vous envoyer à l'occasion, mais tout un tas de travaux sur ces sujets-là, ouais. Autre question ou commentaire? Oui. Alors, juste devant, au premier rang, c'est Gilles Boeuf qui intervient. Sur ce que disait Luna tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec elle, on n'a pas été aidés quand même. Parce que quand on nous dit le 16 mars 2020, le jour d'après ne sera en aucun cas un retour au jour d'avant et qu'on dit le même jour, le masque ne sert à rien. Et que quelques mois après, on veut mettre des masques à des gamins de 3 ans. Je comprends que la déconfiance s'installe. Et puis Étienne l'a merveilleusement raconté dans son petit pamphlet de mars 2020 quand il dit « Je ne suis pas médecin, mais voilà ». Et ça, c'est vrai qu'on est vraiment sur quelque chose où les scientifiques d'un côté et puis les politiques de l'autre n'ont pas joué le jeu. Ils ont été pris... Certains ont été dépassés par les événements, je pense qu'il n'y avait pas d'intention au départ, mais le résultat était catastrophique. Et nous, on en souffre beaucoup, parce que depuis 1 an et demi, on n'entend que des opinions, on n'entend pas de faits scientifiques. Ça, c'est vraiment un sacré problème. Vous voulez réagir, Étienne Klein? Non. Vous donnez la parole dans 2 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Est-ce qu'Internet, il y a des questions? Non plus, c'est terminé. Eh bien, il nous reste à remercier Nicolas Fiolaine. Vous voulez dire Juste quelque chose sur les politiques publiques, parce qu'il y a un changement qui s'opère. À l'ENA, la formation à la pensée scientifique avance progressivement. Ça va intégrer le futur Institut national du service public. Parce que je crois que là, c'est une des leçons qui a été tirée. Alors, les administrateurs et le personnel politique ne comprennent pas la pensée scientifique la plupart du temps.
Donc il faut les former à ça et les former au plus tôt. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont évoluer, leur apprendre à faire des hypothèses. Il y a 6 ans, quand j'intervenais à l'ENA, la réaction, c'était l'empathie, comprendre les gens, c'est de la faiblesse. Aujourd'hui, les postures ont un peu changé en disant bah, oui, on va essayer, on va apprendre ce régime d'hypothèse qui veut dire expérimenter, qui veut dire prendre des risques. Et pour un administrateur en France, prendre des risques, c'est vraiment à l'inverse de sa culture. On essaye de faire évoluer ça, on espère que ça va évoluer, mais ce qui est certain, c'est que la crise a un peu bousculé ces postures. Et leur apprendre qu'ils sont faits de bactéries, hein, ça c'est aussi important, et d'eau liquide. Et qu'il faut accueillir les microbes, oui. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Elena Pasquinelli, Nicolas Fiolaine, Étienne Bressou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cette belle journée de cycle de conférences organisée par la Fondation Maïf pour la Recherche. Et pour la conférence de clôture et de synthèse, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Mais où avons-nous la tête ? Toutes et tous, pardon. Je crois que vous êtes fatigués, la journée a été longue et je vous prie d'excuser la tension supplémentaire que je vais vous demander pendant une grosse demi-heure. On m'a demandé de réfléchir à la notion de progrès et je vais commencer par rappeler quelques banalités, à savoir que notre rapport à l'idée de progrès a considérablement changé. Pour l'illustrer d'une façon radicale, je rappellerai simplement la conclusion du discours que Lamartine, alors qu'il était député, il était à la Chambre, a prononcé après que des débats se soient tenus, après le premier grave accident de train qui s'est produit en France, sur la ligne Paris-Meudon, en 1848. 52 morts, tous les passagers sont morts carbonisés. Et il y a eu un débat, pourquoi aller à Meudon en train, on peut y aller à cheval, c'est moins dangereux, ça va guère plus vite, etc. Et Lamartine, après avoir chanté l'idée de progrès, qu'il écrivait avec une majuscule, a terminé par ces mots « Plaignons-les », il parlait des victimes, « Plaignons-nous, nous sommes en deuil, mais marchons ». Donc ce n'est pas un accident, aussi dramatique soit-il, qui pourrait interrompre ou freiner la marche du progrès. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que le progrès ? Enfin, comment est-ce qu'on le définit ? J'ai fait un petit travail dans les dictionnaires qui sont chez moi. Je vais vous livrer quelques résultats que j'ai pu obtenir. J'ai commencé par le dictionnaire Robert de la langue française. Progrès signifie le développement d'un être ou d'une chose en bien. Ce qui suppose implicitement qu'on sache faire la différence entre le bien et le mal. Et à propos du verbe qui lui correspond, progresser, qui est un verbe qui à l'origine est spatial. Les armées progressent. Et l'idée du progrès, c'est que la progression peut se faire non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et voici ce qu'écrit le dictionnaire Robert de la langue française. Progresser exprime le fait de se développer, d'évoluer le plus souvent en mieux. Donc déjà, on voit une petite nuance, le plus souvent en mieux. Et il y a la même prudence dans le vocabulaire technique et critique de la philosophie d'André Lalande. D'un côté, cette définition du progrès est nette, transformation graduelle du moins bien au mieux, soit dans un domaine limité, soit dans l'ensemble des choses. Donc le progrès peut être local, peut être plus général. Et dans un alinéa intitulé Critique, Lalande ajoute « Nous croyons devoir nous en tenir à la définition formelle qui est donnée ci-dessus, sans chercher une définition explicative résumant les caractères communs de tout ce dont la réalisation est communément considérée comme un progrès. » Genre, on ne va pas dans les détails. Hein. L'idée de progrès est une idée générale dont l'intensité obéit à des critères variables, dont la garantie est plus ou moins ferme et dont la portée est plus ou moins vaste. Mais il y a une sorte de point commun entre toutes les définitions du progrès que j'ai pu voir dans les dictionnaires, que je ne rappelle pas toutes, c'est qu'en fait, croire au progrès, finalement, c'est penser que le négatif est relatif. Autrement dit, ce qui ne va pas dans une entreprise, dans une société,
dans un être n'est pas condamné intrinsèquement, par essence, à ne pas aller. Autrement dit, le négatif peut être considéré comme le ferment du meilleur. C'est en travaillant sur le négatif qu'on peut le sortir de sa négativité. Et croire au progrès, c'est penser que cette opération est possible. Évidemment que ça suppose, comme je l'ai dit tout à l'heure, de distinguer le bien du mal, d'avoir une distinction nette. Et le seul fait de croire au progrès met la société en crise, directement, puisque ça l'invite à repérer ce qui, en son sein, ne va pas, et donc à la comparer à ce qu'elle pourrait être, et donc à la mettre en crise, puisqu'on va pouvoir dénoncer des situations dont on pense qu'elles pourront être améliorées de cette façon. Et comme l'exemple que j'ai donné le montre bien, nous sommes sortis de cette phase-là qu'on appelait la modernité. Nous sommes entrés dans ce que d'aucuns appellent la postmodernité, difficile à définir. Moi, je dirais simplement que la postmodernité, c'est la modernité moins l'illusion. Voilà. C'est la modernité moins l'illusion. L'illusion dont il est ici question était celle de la possibilité d'un état final, définitif, où il n'y aurait plus rien à faire d'autre que de continuer de répéter sans avoir à déployer autant d'efforts que ce consenti pour parvenir à cet état. C'est l'idée qu'à terme, on n'aura plus qu'à entretenir la société telle qu'elle sera parvenue à être, sans faire autant d'efforts que ceux accomplis pour la rendre telle. Bon. Et vous verrez, je trouverai une citation tout à l'heure de Jean Perrin qui dit exactement ça. Or, nous constatons que le nombre de problèmes ne diminue pas, qu'il croît même à mesure que nous avançons, et avec un œil prophétique, on aurait pu remarquer ces ombres portées sur l'idée de progrès dès les débuts de l'ère industrielle, puisqu'elle s'y montrait déjà sous plusieurs formes. La postmodernité n'est donc peut-être pas si postmoderne que cela. Le premier indice qui pouvait être déjà remarqué était le fait qu'on pouvait, quand on identifiait trop directement le progrès au développement économique, voir que cela comportait des formes d'exploitation terribles pour les ouvriers. Il suffit de lire Marx ou Dickens. Il était également visible que l'environnement a subi lui aussi très rapidement des répercussions, puisque le développement progressif, à la fois productif et technologique, impliquait une pollution croissante des villes. Et donc ces deux phénomènes ont été repérés dès le début et auraient pu déjà porter une ombre sur l'idée de progrès. Alors je vais vous lire 3 petits textes qui montrent à quel point cette idée de progrès a été investie, parfois de façon complètement religieuse, ou au contraire critiquée, là aussi de façon presque religieuse. Le premier auteur que je voudrais citer, c'est Condorcet, qui écrit en mars 1794, donc très peu de temps avant de mourir, c'est la terreur. Il écrit son livre « Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain ». Et voilà ce qu'il écrit. « Il arrivera donc ce moment où le soleil n'éclairera plus sur la terre que des hommes libres et ne reconnaissant d'autres maîtres que leur raison, où les tyrans et les esclaves, les prêtres et leurs hypocrites instruments n'existeront plus que dans l'histoire et sur les théâtres, où l'on ne s'en occupera plus que pour plaindre leurs victimes et leurs dupes, pour s'entretenir par l'horreur de leurs excès dans une utile vigilance, pour savoir reconnaître et étouffer sous le poids de la raison les premiers germes de la superstition et de la tyrannie, si jamais ils osaient reparaître. » Bon, on voit bien que le plan n'a pas été complètement réalisé. Autre exemple, dans le sens inverse, Baudelaire. Baudelaire, 1855, dans sa critique d'art sur l'exposition universelle, où il prend l'exact contre-pied de la philosophie du progrès. Il est une erreur, dit-il, forte à la mode, de laquelle je veux me garder comme de l'enfer. Je veux parler de l'idée de progrès. Ce fanal obscur, invention du philosophisme actuel, breveté sans garantie de la nature ou de la divinité, cette lanterne moderne jette des ténèbres sur tous les objets de la connaissance. La liberté s'évanouit, le châtiment disparaît. Qui veut y voir clair dans l'histoire doit avant tout éteindre ce fanal perfide. Cette idée grotesque qui a fleuri sur le terrain pourri de la fatuité moderne a déchargé chacun de son devoir, délivré toute âme de sa responsabilité,
dégager la volonté de tous les liens que lui imposait l'amour du beau. Et les races amoindries, si cette navrante folie dure longtemps, s'endormiront sur l'oreiller de la fatalité dans le sommeil radoteur de la décrépitude. Cette infatuation est le diagnostic d'une décadence déjà trop visible. Bon. On voit que pour Baudelaire, le progrès est un déclin. Et pour finir, dans les citations, voilà ce qu'a dit dans son discours Jean Perrin. Jean Perrin, c'est le découvreur de l'atome, prix Nobel de physique. Il a découvert l'atome en 1906. Il a connu la Première Guerre mondiale, qui n'a nullement affecté sa foi dans le progrès. Voilà ce qu'il écrit, donc c'est 1930, lors de la création de la Caisse nationale des sciences, qui est l'ancêtre du CNRS. Rapidement, peut-être seulement dans quelques décades, bon, je pense que là il y a une erreur de vocabulaire, une décade c'est 10 jours, il voulait dire sans doute décennies, peut-être, sinon c'est vraiment rapide, hein. Peut-être seulement dans quelques décennies, si nous consentons aux légers sacrifices nécessaires, les hommes libérés par la science vivront joyeux et sains, développés jusqu'aux limites de ce que peut donner leur cerveau. Ce sera un Éden qu'il faut situer dans l'avenir au lieu de l'imaginer dans un passé qui fut misérable. Idée intéressante qui laisse penser que le temps qui passe est constructeur. Le temps qui passe est complice de notre liberté, de notre volonté. Mais on voit bien que quelqu'un qui prononcerait ce type de discours, ou bien celui de Lamartine, à mon avis, n'aurait pas beaucoup de chance d'être réélu si jamais il a été élu. Alors maintenant, j'en viens à une sorte de résumé. Kant, dans un petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», que je vous recommande, c'est un livre assez intéressant à lire, parce qu'en fait, Kant ne croit pas que l'homme soit amélioratif. Il ne pense pas qu'on puisse l'améliorer. Ce qui n'empêche pas de croire à une certaine forme de progrès qu'il définit comme étant une idée doublement consolante et sacrificielle. C'est ça qui est intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'elle est doublement consolante? Elle l'est une première fois parce qu'en étayant l'espoir d'une amélioration future de nos conditions de vie, elle rend l'histoire présente humainement supportable, notamment parce qu'elle nous permet de penser que nos enfants vivront mieux que nous. Bon. Et ensuite, elle est consolante par le fait, dit Kant, qu'elle permet de donner un sens au sacrifice qu'elle impose. Parce que pour lui, l'idée de progrès, elle est sacrificielle. Il faut se sacrifier parce que l'idée de progrès n'est pas automatique. Il faut donc travailler à faire advenir le futur qu'on a configuré à l'avance et qui nous semble à la fois crédible et attractif. Crédible parce que le progrès, ce n'est pas l'utopie. Il ne s'agit pas de penser à un autre monde. Il s'agit de penser à un autre monde qui nous soit accessible. Et la science est considérée comme le moteur de cette éventuelle accessibilité. Et donc, je ne vais pas le citer, mais si peut-être il dit « l'idée de progrès est une perspective consolante sur l'avenir, où l'espèce humaine nous est représentée dans une ère très lointaine sous l'aspect qu'elle cherche de toutes ses forces à revêtir ». Donc, croire au progrès, pour résumer les choses, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Et donc, il faut une philosophie de l'histoire. Et le sens que Kant donne au mot sacrifice, dans cette phrase, c'est travail. Il faut travailler. Il faut travailler pour que le futur soit meilleur que le présent. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si on reprenait cette phrase en utilisant le mot sacrifice, il faudrait donner un autre sens à ce mot, puisque si on tient compte de ce que nous apprennent les scientifiques qui travaillent sur l'environnement, et je pense que Gilles Boeuf ou d'autres vous en ont parlé, ce que nous disent les scientifiques sur le futur, je ne parle pas des scientifiques qui travaillent sur la physique des particules ou les trous noirs qui, eux, continuent à nous faire rêver. Je parle des scientifiques qui travaillent sur l'environnement, la biodiversité, le climat, la pollution. Ce qu'ils disent du futur n'est pas très attractif. Et donc, ce qu'on appelle sacrifice dans ce contexte-là, ce serait plutôt, non pas le travail, mais le fait de renoncer à certaines facilités que l'histoire récente a rendu possible, les voyages gratuits quasiment, le coût de l'énergie qui est quasiment nul, même s'il augmente, l'énergie est gratuite.
Je peux donner une illustration de cela. 1 kWh, c'est une unité d'énergie, c'est une puissance multipliée par un temps. 1 kWh, c'est en gros l'énergie que vous consommez pendant un repas. Donc en une journée, vous consommez 2,5 kWh d'énergie pour alimenter votre métabolisme. Alors maintenant, combien de kilowattheures y a-t-il dans un litre d'essence? Réponse 7. Combien coûte un litre d'essence? Entre 1,50 € et 2 €. Vous divisez par 7, ça vous donne le prix du kilowattheure à comparer au prix d'un repas. Combien coûte le kilowattheure électrique à la prise? Je crois que c'est 13 centimes d'euros. C'est gratuit. D'accord? Et donc, si on voulait tenir compte du fait que l'énergie, contrairement à ce qu'on peut penser, ne devrait pas être gratuite parce qu'elle n'est pas infinie, bien, le coût de l'énergie serait beaucoup plus élevé que son coût actuel. Et ça correspondrait à une situation qui serait sans doute impossible à vivre. Ce qui nous met d'ailleurs dans une conscience malheureuse. J'étais à un colloque ce matin à l'UNESCO sur les histoires de changement climatique. En fait, le problème, c'est que nous connaissons la solution du problème. Et ce que Hegel appelait une conscience malheureuse, c'est celle de quelqu'un qui connaît le problème, qu'il a identifié pour ce qu'il est, qui a identifié la solution, qui sait en quoi elle consiste, mais cette solution étant considérée comme impossible, eh bien, il a la conscience malheureuse de ne pas pouvoir résoudre le problème dont pourtant il connaît la solution. Et il se peut qu'on soit un peu dans ce critère. Et en fait, j'ai parlé du progrès là, mais quand on fait, je l'ai fait avec un collègue qui s'appelle Gérald Bronner, avec des logiciels, on peut compter l'occurrence des mots dans les discours publics. Et ce qu'on voit, c'est que le mot progrès, qui a été écrit pendant 3 siècles avec une majuscule, a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Et il a commencé à décliner, pour ce qui est de la fréquence d'usage, à la fin des années 1980. Moment où réapparaît dans la langue française, et dans d'autres langues européennes d'ailleurs, un mot très ancien, qui avait été abandonné, et qui ressurgit là, qui est le mot innovation. L'innovation réapparaît à la fin des années 80. Moi, je l'ai vérifié auprès de mes camarades de promotion de l'école centrale. Au début des années 80, aucun de nos professeurs n'a parlé d'innovation. Ils parlaient de progrès, d'invention, de brevets, de découverte, mais pas d'innovation. Aujourd'hui, c'est un mot omniprésent. Et le croisement entre la courbe du progrès qui descend et la courbe de l'innovation qui monte, en France, c'est fait en 2003. Et le mot progrès a complètement disparu pendant le quinquennat 2000. Alors, je crois que c'est celui qui s'est terminé en 2012, donc qui a dû commencer en 2007. Pendant ce quinquennat, le mot progrès a été liquidé. Et donc, on peut se demander d'où vient qu'un mot qui a été aussi structurant de la pensée collective, qui a même servi de socle pour une sorte d'idéologie, a-t-il pu disparaître aussi rapidement? Alors, on pourrait dire que ce n'est pas très grave. Finalement, innovation, c'est le même mot que progrès, c'est presque synonyme. Et on a simplement modernisé notre discours sur le progrès. Et en fait, quand on regarde, et je l'ai fait avec un collègue qui s'appelle Vincent Bontemps, qui est philosophe, on a regardé l'histoire de la rhétorique du mot innovation et on l'a comparé à l'histoire de la rhétorique de l'idée de progrès. Et la conclusion, c'est que notre façon de parler de l'innovation ne rend pas du tout justice à l'idée de progrès. Et même, elle la contredit. Alors, ça serait long à raconter, mais je vous le fais en résumé très rapide. Le mot progrès, pour autant qu'on a pu le savoir, est un mot qui est apparu au XIVe siècle, en bas latin, dans le vocabulaire juridique. Le mot, c'était innovatio. Et une innovatio, c'était ce qu'il fallait changer dans un contrat déjà signé pour que, compte tenu de modifications qui s'étaient produites autour du contrat, le contrat demeure valide. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant à un contrat. Autrement dit, ça désigne ce qu'il faut faire sur le plan juridique pour que rien ne change.
Ensuite, le mot, on le retrouve dans le domaine politique, chez Machiavel, dans Le Prince. Magnifique bouquin dans lequel, entre autres choses, Machiavel explique que le prince, quand il a le pouvoir, ne doit pas innover politiquement. Il doit continuer à maintenir les rites, assurer les fonctions qui sont les siennes sans les discuter et sans rien changer à leur exécution. Il ne doit commencer à innover que si son pouvoir est menacé. Et donc, il doit, en fait, innover pour conserver quelque chose. Avec ces deux exemples, vous voyez que j'en ai assez dit pour que vous compreniez que l'idée d'innovation est toujours associée à l'idée de conservation et non pas de révolution. Et celui qui va enfoncer le clou, c'est Francis Bacon, philosophe britannique, enfin anglais du XVIIe siècle, donc avant les Lumières, qui écrit un livre traduit en français sous le titre Essais et conseils civils et moraux, qui est publié en Angleterre en 1625, dans lequel il y a une analyse du temps notamment et de l'innovation qui, pour la première fois, est associée à la technique. Francis Bacon, pour le resituer, c'est la personne à laquelle Emmanuel Kant va dédier la critique de la raison pure. Et dans ce livre, Francis Bacon écrit un chapitre qui s'intitule « L'innovation ». Et si vous lisez ce chapitre en 2021, et si vous ne savez pas qu'il a été écrit par quelqu'un du XIXe siècle, vous avez l'impression que ce texte a été écrit la semaine dernière par, au choix, Alain Minck ou Jacques Attali. C'est la preuve que nous parlons de l'innovation comme Francis Bacon. C'est-à-dire d'une façon qui ne rend pas du tout justice à l'esprit des Lumières. Alors pourquoi ? Parce que la thèse que développe Bacon, c'est que le temps qui passe est corrupteur. Le temps dégrade les situations et il les aggrave. Les forces du bien étaient maximales au départ, mais les forces du mal sont continues. Donc si on ne fait rien, c'est le mal qui l'emporte à la fin. Comment empêcher que le mal l'emporte ? Par l'innovation technique. L'innovation technique doit en fait maintenir le monde en palliant les effets négatifs produits par le passage du temps qui est corrupteur. Il ajoute même, il ne faut pas innover trop vite, parce que si on innove trop vite, les populations vont considérer l'innovation comme une étrangère. Il parle presque de conduite du changement. C'est difficile d'imposer des changements parce que les gens s'habituent et dès lors que les habitudes sont ancrées, il est difficile de les modifier. Il ajoute qu'il ne faut pas non plus innover trop rapidement, trop lentement. Parce que si on innove trop lentement, les effets négatifs produits par le temps qui passe deviennent irrattrapables, irréversibles. D'accord ? Et donc il termine en disant il faut innover au rythme du temps. Or, si vous lisez le rapport de la Commission européenne de 2010, qui veut faire de l'Europe l'union, qui voulait faire de l'Europe l'union de l'innovation. Pour ceux qui connaissent, c'est H2020. En remplacement du traité de Lisbonne de 2010, qui voulait faire de l'Europe l'union de la connaissance, la société de la connaissance. On est passé de société de la connaissance à union de l'innovation. C'est un document de 50 pages que vous trouvez sur le site de la Commission, traduit dans toutes les langues européennes et même d'autres. C'est un texte fascinant parce qu'il contient le mot innovation 302 fois en 50 pages. Le mot n'est pas défini. Il est défini dans des documents annexes qui s'appellent les manuels d'Oslo. Il y a deux versions. L'une dans laquelle on dit que l'innovation, c'est simplement l'invention technique, et une autre dans laquelle on dit que l'innovation, c'est celle définie par Schumpeter. Il n'y a pas simplement une innovation. Il y a des innovations sans invention, par exemple dans les relations entre une entreprise et ses clients, etc. Et la première page de ce document, je la connais presque par cœur, je la résume. Elle dit ceci: l'Europe a compris qu'elle est devant des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. Changement climatique, raréfaction des ressources, vieillissement de la population, etc. Et l'Europe a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que par l'innovation. Francis Bacon. C'est-à-dire que la motivation de l'innovation, c'est l'état critique du présent. Et non pas une certaine idée du futur qu'on aurait configuré à l'avance
d'une façon crédible et attractive. Pour le dire autrement, on est passé d'une conception darwinienne, lamarckienne, Gilles Boeuf me corrigera, on est passé d'une définition lamarckienne de l'innovation à une définition darwinienne. Et le fait qu'on ait abandonné l'idée de progrès, on aurait pu ne pas l'abandonner. Par exemple, on aurait pu dire on croit au progrès, donc on va soumettre l'idée de progrès à elle-même. Au lieu de l'abandonner, on l'a fait progresser. On regarde les leçons de l'histoire, on découvre quelles ont été les naïvetés de Condorcet et des autres qui croyaient en un embrayage automatique entre les différentes formes de progrès, scientifique, technique, matériel, moral, politique. On voit que ça n'a pas marché, cet embrayage. Donc on fait une critique de l'idée de progrès en tenant compte de ce qu'on a appris, plutôt que de parler de l'innovation telle que nous le faisons. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais le dire. Donc, oui, le fait d'avoir abandonné l'idée de progrès, qui était quand même le bras armé, enfin plutôt la science était le bras armé de l'idée de progrès. Et du coup, on a fait beaucoup de choses simplement parce qu'on constatait que la science et la technologie permettaient de le faire. Or aujourd'hui, comme on a abandonné l'idée de progrès, on constate, on découvre, et je sais que vous en avez parlé pendant cette journée, on découvre que la science qui produit des connaissances produit également de l'incertitude. Mais une incertitude d'un type très spécial. La science ne nous dit pas quel usage nous devons faire des possibilités techniques qu'elle nous donne. C'est une vieille idée. Hein. Paul Valéry disait déjà en 1911, il disait « L'homme sait en général ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. » Donc vous inventez quelque chose, mais vous ne savez pas dire quel usage la société, par exemple, fera de cette innovation. Et voilà. Donc, mais comme c'est possible, on le fait, puis on verra bien. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut être capable de discuter, de débattre du type de compagnonnage que nous souhaitons effectuer avec les nouvelles technologies, par exemple. Et vous voyez bien que ces débats, qui sont légitimes, nécessaires en démocratie, on n'arrive pas à les organiser. Regardez ce qui se passe autour des OGM, de la 5G, du nucléaire, même des vaccins. On observe qu'il y a une sorte de décorrélation très forte entre la militance et la compétence. C'est comme si le fait d'avoir un avis tranché sur une technologie dédouanait de l'obligation de s'instruire sur ce à propos de quoi on a un avis tranché. Par exemple, il suffit de dire « je suis contre la 5G » pour ne plus avoir besoin de dire ce qu'est la 5G. Il suffit de dire « je suis pour le nucléaire » pour ne plus avoir besoin de dire pourquoi on met de l'uranium dans les centrales et pas de l'aluminium ou autre chose. Le fait d'avoir un avis tranché permet d'être incompétent. Autrement dit, avoir un avis, c'est tout le contraire de se forger un avis. Se forger un avis, c'est un travail de forgeron. Il faut travailler, il faut s'enquêter, il faut s'instruire, il faut discuter, il faut interpeller les experts. Et à la fin, on sait à peu près ce qu'on pense. Parce qu'on a suivi un parcours qui permet de penser contre soi, c'est-à-dire de penser contre son cerveau, de ne pas simplement dire ce dont on a l'intuition et considérer que nos préjugés sont forcément indicateurs de la vérité. Se forger un avis, c'est un travail. Okay. Et donc la question, c'est est-ce qu'on va être capable, en France ou ailleurs, d'organiser de véritables débats dans lesquels on donnera la parole aux experts quand même, parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle, la parole à ceux qui veulent débattre démocratiquement, et puis ensuite aux politiques qui devront prendre des décisions. Est-ce qu'on est capable d'organiser de tels débats? Moi, j'en ai jamais vu. J'ai assisté au débat organisé par la Commission nationale du débat public en 2009-2010 sur les nanotechnologies, un débat dans 18 villes de province, organisé avec un gros budget, beaucoup de communication, de pédagogie, ça a été un fiasco. Le débat sur les déchets nucléaires en 2019, fiasco, parce que le public n'est pas là. Le public modéré, indifférent, n'est pas là. Ce qui montre bien
je pense qu'Elena en a parlé, que voilà, le droit de savoir, qui est parfaitement légitime en démocratie, n'implique pas nécessairement le désir de connaître. Voilà. Le droit de savoir n'implique pas le désir de connaître. Et ça, c'est une entrave majeure, à mon avis, à la discussion publique, notamment quand il s'agit de discuter des risques. Bon. Je pense que sur les technologies dont j'ai parlé, nos jugements ne sont pas du tout déterminés par la connaissance que nous aurions des dossiers. Attention, je ne suis pas en train de défendre une conception scolaire de la démocratie. Je pense qu'on peut être un très très bon citoyen en manifestant son désintérêt absolu pour la science. Et d'ailleurs, que serait un citoyen complètement compétent qui connaîtrait la virologie, la physique des particules, la génétique, la climatologie? Ça n'existe pas. Il faudrait le cerveau de Mill Einstein. Donc personne n'a cette compétence. Donc être citoyen est compatible avec le fait de ne rien connaître en science et d'assumer de ne pas s'y intéresser. Mais dans ce cas-là, il faut être discret quand on prétend donner un avis. C'est ça la règle éthique dont parlait Elena tout à l'heure. Et c'est pas exactement ce qu'on observe. Et je vous rappelle que débattre, c'est un peu comme le mot innovation, c'est un très vieux mot de la langue française. Débattre, pour autant qu'on a pu voir, c'est un mot qui remonte au XIIe siècle et qui désigne ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Débattre, c'est ça, c'est s'empêcher de se battre en discutant. Discutant avec des règles. Il s'agit de ne pas interrompre l'autre, de ne pas utiliser des arguments d'autorité, de se donner du temps, de pratiquer ce que Bergson appelait la politesse de l'esprit. Donc ça prend du temps, il faut argumenter. Ça prend du temps, ça peut être ennuyeux. Ça peut être très ennuyeux. Mais à la fin d'un débat qui mérite ce nom, on sait ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Est-ce que, avouons-le franchement, est-ce que nous sommes friands de tels débats? Non, nous préférons des débats conflictuels, qui sont donc pas des débats, des clashs à la télévision. On prend deux personnes dont on sait qu'elles ne sont pas d'accord, ça fait un clash, et finalement, on va juger à partir de critères qui ne sont pas du tout rationnels, ce qui n'est pas forcément un problème, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'argumentation. Et la question qu'on peut poser, c'est est-ce que l'idée de république à la française est compatible avec l'abandon de l'argumentation? Voilà. J'ai l'impression, moi, qu'on est en train de juger, c'est ce que j'ai pu voir dans les débats auxquels j'ai assisté, on juge de toutes ces affaires parce que un philosophe qui s'intéressait à la technique, qui s'appelle Gilbert Simondon, appelait leur halo symbolique. Voilà, les technologies, les robots, pensez à tous les exemples que j'ai cités ou à d'autres, elles ont un halo symbolique, c'est-à-dire une sorte de récit dans lequel elles sont insérées, qui détermine finalement l'image qui se propage dans le public et auquel elles sont associées. Par exemple, quand un élu dit « avec la 5G, nous pourrons regarder des films pornographiques dans des cabines d'ascenseur », il fabrique un certain halo symbolique associé à la 5G. Quand un autre dit « avec la 5G, on pourra opérer des malades à distance », il fabrique un autre halo symbolique qui est en compétition avec le premier. Il y en a une multiplicité et chacun va se déterminer à partir de l'appréciation subjective qu'il peut faire des différents halos symboliques auxquels il a accès. Et c'est à ça que se résument les débats. Et ça entretient la compétence tout en favorisant la militance. Et tout l'enjeu pour moi, c'est comment faire en sorte que la militance s'accompagne d'accroissement de la compétence. Voilà. Et je pense que pour la discussion des risques, c'est évidemment un point capital. Je regarde l'heure, excusez-moi. Voilà. Peut-être pour terminer, justement sur cette notion de risque, vous la connaissez, il y a toute une taxinomie des risques. Il y a des risques objectifs, il y a des risques subjectifs, il y a des risques qui sont liés à l'incertitude, il y a des risques qui sont liés à l'ignorance, etc.
Et vous voyez, l'innovation, de ce point de vue-là, elle a un statut très ambivalent. Parce que l'innovation, je l'ai dit, elle est insérée dans une rhétorique qui promeut la conservation. Il faut innover pour que rien ne change, ou pour maintenir, par exemple, un mode de vie. Il y a des choses qui vont changer, mais ces changements permettent une forme d'invariance globale du mode de vie. Et donc, l'innovation est associée dans ce discours à une forme de sécurité. Mais en même temps, quand vous innovez, vous créez de la nouveauté. Et donc, vous introduisez, là encore, des nouveaux risques. Et ce qui est intéressant avec la notion de risque, c'est que ça a été montré par un sociologue anglais qui s'appelle David Fleming. Il a développé ce qu'il appelle un principe inverse d'évaluation des risques. Il a montré que pour que nous considérions qu'un risque est un risque, il faut que nous soyons capables d'imaginer une mesure, une stratégie, une norme, un contrôle qui permettent de réduire ce risque. Autrement dit, pour qu'un risque soit un risque, il faut être capable d'imaginer pouvoir le réduire. Si on n'imagine pas de solution permettant de le réduire, ce risque n'est pas un risque, c'est une sorte de fatalité. C'est une sorte de donnée de la condition humaine. Je citais l'autre jour le nom d'un député que j'ai oublié, mais on m'a dit que dans les années 70, notamment en 1976, il y a eu 16 000 tués en France sur les routes. Et tout le monde trouvait ça normal parce que c'était le prix à payer pour la liberté de mouvement. Jusqu'au jour où un député, voilà, Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas a dit « Nous sommes en train d'assassiner la jeunesse de France ». Et là, c'était plus tolérable. Et du coup, on a inventé des mesures pour réduire la mortalité sur les routes. Ceinture de sécurité, rond-point, etc., limitation de vitesse. Parce qu'on savait comment faire pour réduire ce risque. Et enfin, ces risques qui sont liés à l'innovation inquiètent certains, avec des arguments parfois qui sont très difficiles à contrecarrer. Par exemple, en physique, il y a un argument très fort, épistémologique, qui est que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Par exemple, les physiciens des particules cherchent des particules de matière noire. Pour l'instant, on n'en a pas vu, on n'en a pas détecté. Ça ne prouve pas qu'il n'y en a pas à des masses tellement élevées qu'on ne peut pas les détecter. Donc l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Vous voyez bien que sur les nouvelles technologies, pensez à la 5G, le fait que scientifiquement, on ne voit pas de preuve qu'il y a des effets négatifs sur la santé, va être utilisé par certains comme étant quelque chose qui ne prouve pas qu'il n'y a pas de risque. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et ça mène à des débats qui sont évidemment sans fin. Et pour essayer de les limiter, on a inventé le fameux principe de précaution. Et vous voyez que le principe de précaution, moi je ne suis pas du tout spécialiste, hein, là je vous parle en tant que citoyen compétent, mais j'entends bien, pas besoin d'être spécialiste, j'entends bien que le principe de précaution, il est ambivalent. En fait, il en existe deux. Il y a le premier, le plus fondamental, qui est dans la Constitution, qui dit que quand il y a une incertitude à propos des effets de telle ou telle innovation, notamment dans le domaine médical, on doit faire des recherches pour limiter l'incertitude. Donc le principe des précautions, dans ce sens-là, est une invitation à travailler, à augmenter les connaissances. Mais dans le domaine public ou médiatique, il est très souvent invoqué comme étant un principe qui vise à réduire non pas les risques, mais l'anxiété. L'anxiété. Il y a beaucoup de décisions juridiques qui tentent de prendre des arrêtés visant à réduire l'anxiété d'une partie de la population. Or, je n'ai pas besoin de donner d'exemples particuliers pour que vous compreniez que les stratégies qu'on mène pour réduire les risques ne sont en général pas du tout les mêmes que celles qu'on mène pour réduire l'anxiété. Et pour terminer, et puisque vous avez parlé de la science, la pédagogie, beaucoup de gens disent on ne parle pas assez de science dans les médias, il faudrait faire beaucoup plus de pédagogie. Et c'est vrai, je pense qu'on aurait pu profiter par exemple de la crise du Covid pour expliquer au journal de 20 heures
de façon répétitive ce qu'est une exponentielle, ce qu'est un essai en double aveugle, ce qu'est un essai randomisé, pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité, pourquoi la théorie des probabilités est parfois contre-intuitive. On aurait pu faire des cours au journal de 20 heures. On ne l'a pas fait. Bon. Mais en fait, la science, elle est omniprésente dans les médias. Mais elle est présente d'une façon qui, au lieu de trancher les questions, rend perplexe. La science, qui normalement est là pour trancher des questions dont on pense qu'on a trouvé la bonne réponse, la science telle qu'elle est mise en scène crée de la perplexité, puisque toutes les thèses cohabitent. Et vous n'avez pas le temps d'aller vérifier les sources, de vérifier que ce qui est présenté a une légitimité scientifique. Et donc, vous allez déclarer vraies les idées qui vous plaisent. Par exemple, et je terminerai là-dessus, en tant qu'alpiniste, j'essaie de ne pas boire trop de vin, parce que c'est pas très bon à haute dose, mais en même temps, j'aime bien le vin rouge. Donc j'ai fait une enquête sur Internet pour essayer de savoir quelle est la quantité de vin qu'on peut prendre chaque jour, ou à quel rythme, sans que ça ait d'effet négatif sur la condition physique. Ben, j'ai trouvé absolument toutes les thèses. Et donc j'ai choisi de suivre celle qui me convient. Je vous remercie pour votre attention.